C'est parti. Donc voilà, dès que Alain appuiera sur son bouton, c'est toi qui commences, donc pour te lancer, là, en fait, si j'appuie sur ce petit bouton, tu peux parler. Dès que tu appuies. C'est moi qui te branche. Donc c'est bon, il n'y a pas de présentation, c'est comme ça. Alors la question, donc, on reste alors à ton sujet là. De cette façon, tu vas l'écrire, non? Tu vas le titrer, non? Alors donc je le thématise quand je commence en disant bon, voilà. Alors vas-y, démerde-toi. Alors, la civilisation européenne va-t-elle disparaître? Ça ne disparaît jamais vraiment, mais tel qu'on l'a connu, vraisemblablement qu'il va y avoir des mutations assez importantes, dont on n'a encore pas tout à fait vraiment saisi l'envergure, parce qu'il y a une volonté évidemment de tout globaliser, mondialiser, et puis évidemment qu'avec une forte pression migratoire de ces dernières années, on a tout le caractère fondamental des valeurs qui est en train d'être remise en question. Le monde tel qu'on l'a connu est en train de disparaître. Il y a des influences qui sont inhérentes au système et puis il y a des influences qui sont externes au système et qui s'y introduisent. Donc j'ai quand même l'impression que si nos actuels grands-pères reviennent dans 30 ou 40 ans, ils ne reconnaissent plus le monde européen dans lequel ils ont vécu. Oui, je ne peux pas dire le contraire de ça. D'abord, la civilisation européenne ne disparaîtra pas, mais disons qu'elle subit, il y a une accélération du temps en ce moment, et qu'elle subit des mutations, on va dire, accélérées par rapport au temps précédent. Alors quand on parle de ce genre de choses, on a tout de suite l'idée derrière de notamment la montée des populations du Sud, etc. Moi, je tiens à rappeler qu'il y a deux dynamiques qui s'additionnent, on va dire, qui font bouger ce qu'on appelle la civilisation européenne. Il faudrait déjà définir, mais enfin, je veux bien admettre que l'espace européen et qu'une certaine civilisation européenne existe. C'est la globalisation libérale américaine, hein, c'est déjà une première chose qui fait bouger les lignes. Et puis, cette globalisation libérale américaine a induit l'immigrationnisme, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait plus de frontières, a induit aussi des déséquilibres nord-sud, qui fait qu'effectivement des populations originaires de l'autre côté de la Méditerranée montent massivement en Europe. Et j'insiste d'ailleurs, elles montent non pas de leur propre chef, mais elles sont attirées par le patronat et par des volontés publiques et politiques. Hein, c'est pas une invasion de type guerrière, c'est une cooptation. Et ce qui fait qu'en fait on a une tenaille qui prend en fait, on va dire, la vieille Europe. C'est la globalisation américaine, anglo-saxonne, marchande, et effectivement une certaine immigration, souvent d'ailleurs de confession musulmane, effectivement, qui est très présente aujourd'hui sur le sol européen, ce qui n'était pas le cas avant, comme chacun sait. Oui, cette analyse est juste. Donc, on a une sorte d'emprise financière, d'ailleurs, que tu décris parfaitement dans cet ouvrage-là, Comprendre l'Empire. Comment les Américains, principalement, ont réussi justement à créer une sorte de monnaie de singe, au fond, planétaire, de référence, qui en fait n'a pas de contre-valeur dans l'économie réelle, et on vend du vent à haute dose. Et j'ai l'impression, alors ce que je constate depuis la Suisse maintenant, ces dernières années, c'est maintenant sur le volet économique, qu'il y a la volonté de détruire les États-nations comme entité politique identifiable pour le citoyen, créant une identité convenue non culturelle, économique et autres. Cet enracinement, on veut le détruire, on veut nomadiser les populations, c'est la libre circulation par exemple, pour confronter sinon les pauvres avec plus pauvres qu'eux. Il y a une paupérisation générale, une destruction des classes moyennes, et puis avec cette monnaie factice qui finalement ruine les pays en les plongeant dans le piège de l'endettement. C'est ce qu'on a fait avec le tiers-monde dans un premier temps. On est en train de le faire maintenant, même dans l'hémisphère nord. J'ai appris ce matin que même le Portugal est en train de demander l'aide du FMI et de l'Union européenne, donc peut-être l'Espagne sera le pays suivant, etc., etc. Mais ces pays-là perdent toute marge de manœuvre et sont finalement à la botte de cette police financière mondiale que représente par exemple le FMI. Et je suis
vraiment assez fâché contre mon Parlement suisse, où nous avons maintenant accordé une garantie de 16,5 milliards à ce même FMI, où la Suisse en fait paye par citoyen 7-8 fois plus que l'allemand moyen et l'américain moyen, parce qu'évidemment les Suisses doivent toujours être les bons élèves, dans en fait un instrument qui n'est pas un instrument bienveillant du tout, en tous les cas pas pour la dignité des êtres humains dans les États-nations. C'est une sorte de contrôle par les finances du point de vue planétaire. Par contre, par rapport au rôle de l'immigration dans ce plan-là, ça peut-être qu'on pourra en discuter par la suite. Là, pareil, je ne peux pas être contre ce que tu viens de dire, parce que c'est dans mon livre. Et effectivement, ce processus qu'on appelle le mondialisme, qui n'est pas la mondialisation pourrait très bien se concevoir dans un monde multipolaire. La mondialisation, c'est plutôt les conséquences du progrès technique sur la vitesse de circulation de l'information, de déplacement des êtres et des marchandises. On ne va pas se plaindre de ça, la mondialisation, c'est pas forcément un mal. Par contre, le mondialisme, c'est un processus globalisant, hégémonique. Moi, je l'ai dit dans mon livre du cartel bancaire, en réalité, qui n'est pas tout à fait d'ailleurs l'Amérique. Le cartel bancaire contrôle l'Amérique, et on a disons, l'armée américaine au service du cartel bancaire pour faire passer, en fait, par la menace guerrière, des injonctions économico-financières qui sont des violences et qui sont effectivement la pure logique de la dette. J'avais discuté récemment avec l'ambassadeur d'Iran, qui me faisait comprendre qu'une des choses qui est reprochée à l'Iran aujourd'hui, c'est d'échapper à la logique de la dette et de n'avoir pas de dette extérieure, d'avoir de l'argent. Et qu'en fait, quand un État n'est pas endetté, il échappe au pouvoir bancaire. Et là, je fais référence au travail de Paul Grignon sur l'argent-dette. En fait, il est obligatoire que les pays soient endettés parce que c'est une manière d'être entièrement tenu par la banque. Et c'est comme ça d'ailleurs que la banque, via le FMI, leur dicte toutes les politiques économiques qui sont donc des politiques sociales. Et la clé de compréhension de tout, c'est celle-là. Après, la question de l'immigration et la question de l'islam, parce que c'est ton sujet, est secondaire, est une conséquence de ça. Et ce qui est d'ailleurs ce que je fais remarquer en préambule, c'est que bizarrement, ces gens d'ailleurs qui montrent le danger islamique du doigt ne font absolument rien pour empêcher l'immigration. C'est-à-dire qu'ils font venir l'immigré musulman d'un côté et ils lui reprochent d'être musulman de l'autre. Donc il y a une vraie malhonnêteté, ce qui est une stratégie à mon avis de l'attention, une stratégie aussi de dévier la colère populaire vers des visions ethnico-religieuses alors qu'elles sont d'abord économico-impériales. Et c'est là-dessus, moi, que je suis en désaccord avec toi et que j'estime qu'il y a des injustices morales qui sont faites, même si sur le constat, je suis assez d'accord, mais ce que j'aime pas, c'est qu'on montre du doigt des gens qu'on rend responsables d'une invasion, alors qu'à réalité, on les a poussés à venir, et même fait venir, et parfois même de force. Quand on regarde comment les relations, notamment de la France, que je connais bien, avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, il y a des contingents qui ont été décidés de patronat à État, et c'est même parfois des gens qui étaient raptés dans les villages, pratiquement exactement comme dans le temps. Ceux qui ramaient sur les galères du roi avaient été enrôlés de force. Et c'est là où il y a une grosse injustice morale. Voilà. Alors, ouais, l'islam, à mon avis, dans ce cadre-là, est utilisé parce qu'on a créé deux sortes d'islam. Alors, il y a l'islam, le méchant. Le méchant, c'est Al-Qaïda, d'ailleurs, ça a été monté par la CIA, tout ça. C'est ce terrorisme qui se passe en Afghanistan, je ne sais où, donc c'est le méchant islam qui cherche finalement à faire des attentats chez nous, etc. etc. Ça, c'est un islam. Et puis ensuite, on a le gentil islam, alors qu'on ne peut absolument pas critiquer, il ne faut jamais rien dire. Ça, c'est cette forte immigration que nous avons ici et qui est en train, qu'on le veuille ou non, de détruire d'une certaine manière les classes moyennes. Donc, on est en train de superposer un système économique. Par exemple, le système islamique, qu'on peut considérer d'une certaine manière comme vertueux, mais quand on voit comment se comporte l'Arabie Saoudite, on se dit que là aussi, il y a une double morale parfaite. Donc, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Mais simplement, c'est un instrument qui est utilisé pour déstabiliser, pour détruire la cohésion sociale, pour forcer le multiculturalisme, ce mondialisme à l'intérieur même des sociétés européennes, pour nomadiser les gens, pour finalement transformer les gens en numéros dans un énorme jeu, dans un énorme labyrinthe dans lequel ils n'ont plus d'orientation. Et après on les manipule comme on veut, avec les médias en plus, et cette chape financière virtuelle au-dessus, qui est peut-être virtuelle dans ses valeurs réelles, mais qui est tout à fait réelle dans les effets qu'elle produit. Tout ça, c'est un système qui fonctionne. Je n'arrive pas à déceler de responsables identifiables, et c'est ça de nouveau ce qui est propre au XXIe siècle, au fin du XXe siècle, c'est que
le pouvoir n'est plus intéressant. Ce qu'il faut, c'est le contrôle. Donc on a des possibilités de donner des impulsions dans un système dont on a le contrôle, mais il ne faut surtout pas qu'on soit identifiable, parce qu'un visage identifiable du type Kadhafi ou quelques dictateurs comme Staline, Hitler, dès qu'il y a un visage identifiable, il y a aussi une cible contre laquelle à laquelle on peut s'attaquer, contre laquelle on peut se défendre. Dès le moment où vous n'avez pas de visage, ce système est là, mais il n'a pas de substance réelle, et pourtant il nous contrôle tout le temps. Il y a un peu du 1984 là derrière, encore que là il y avait quand même Big Brother qui nous regardait, mais bon, c'est un visage qui était de toute façon qu'un masque. Ça, c'est quelque chose d'horriblement difficile, ne serait-ce qu'à déceler et à démasquer ce que tu fais là-dedans, et ça je le reconnais. L'analyse, elle est absolument logique, efficace, et en plus il y a tout l'aspect historique aussi. Comment on est arrivé à ce système, je trouve ça très bien fait. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Moi, le problème que j'ai, c'est quelle solution apporter. Venant de Suisse, j'ai plutôt tendance à dire que c'est la démocratie directe, mais ça peut-être qu'on pourra peut-être ensuite parler après des solutions. Mais c'est ce problème-là, et l'immigration de masse, elle fait partie de ce problème, elle est utilisée à dessein par des milieux qui jouent avec le feu, parce que ce genre de choses, ça risque finalement de se retourner contre ces auteurs. Donc là, aussi, ceux qui ont cru qu'ils pourraient manipuler Adolf Hitler, ils n'ont jamais réussi à le faire. Donc on croit toujours qu'on peut jouer avec certaines forces, quelles qu'elles soient. Mais quand on a affaire à des éléments qui ne calculent pas, c'est d'ailleurs une certaine honnêteté doctrinale, quelque part, même si elle est extrémiste et dangereuse. Mais au moins, ils ne calculent pas, et bien ça se contrôle pas non plus. Donc, de vouloir chasser le diable avec Belzébuth, c'est toujours quelque chose d'extrêmement dangereux. Oui, voilà, je ne suis pas loin non plus de faire la même analyse. Moi qui suis marxiste de formation, je rappelle que quand on parlait de la logique bourgeoise, on admettait bien que la pensée bourgeoise qui finalement pilotait l'histoire du libéralisme et la manière dont ce libéralisme surmontait ses contradictions par des phases, on avait bien compris qu'aucun bourgeois nommément n'avait pensé la bourgeoisie, donc il y avait une espèce de logique de classe qui dépassait les individus de cette classe. On n'a jamais cherché qui avait pensé le processus bourgeois. D'ailleurs, le marxisme expliquait le processus bourgeois, et la bourgeoisie accomplissait le processus bourgeois sans le savoir, à son insu. Donc il y a vraiment, on admettait l'idée d'un inconscient de classe et d'une logique de classe globale. Il en va de même du système mondialiste. Chercher des responsables comme avec une espèce de vision complotiste, avec des gens qui se réunissent dans des caves, avec des cagoules, c'est débile. Mais il faut appliquer, quand on parle d'inconscient de classe et de logique de classe, on peut appliquer la même chose à cette logique mondialiste et à cet inconscient mondialiste, c'est-à-dire qu'il y a des élites effectivement mondiales et transnationales qui ont les mêmes intérêts, qui ont la même logique, qui est une vision du monde et qui induisent un processus global dont ils ne voient pas forcément toutes les conséquences. Très peu nombreux sont ceux qui en voient toutes les conséquences. Très peu nombreux sans doute sont ceux aussi qui ont une idée satanique derrière et machiavélique et qui en assument toute la violence. Les trois quarts des gens adhèrent par Sciences Po, par leur formation, etc. Donc là, il y a aussi une espèce de logique de classe, de logique de caste. Voilà. Et dans mon bouquin, j'explique bien que tout ça, cette vision globale, cette idéologie partagée par des gens, et aussi surdéterminés concrètement par le fait qu'ils appartiennent à des réseaux, qui sont des réseaux de puissance, des réseaux de politique, des réseaux médiatiques, etc. Et que globalement, ils font avancer le monde au détriment des peuples, dont on a fait des individus dans notre temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepoids, c'est ça le gros problème. Il y a des gens qui souffrent, des gens en colère, mais qui sont des individus, comme des moutons seuls, par rapport à des loups qui appliquent un programme qui les dépasse aussi, comme des animaux qui seraient programmés. Et ce qui fait que énormément de gens voient, notamment dans la classe moyenne éclairée, qu'on va vers le précipice, qu'on va vers le chaos, et on a très peu de moyens de s'y opposer, parce que cette élite oligarchique, d'abord, ne subit pas les conséquences de sa violence, ils n'habitent pas dans les quartiers populaires, ils sont totalement nomades, comme le dit Attali, c'est-à-dire que leur vrai lieu, c'est les aéroports, donc ils peuvent partir en avion dès que ça chauffe, donc ils se foutent. Ils ne subissent pas cette violence ni économiquement ni concrètement au quotidien. Ils la méprisent, ils ne la voient pas. Et les gens qui la subissent sont totalement impuissants parce que victimes de la dictature médiatique, de la dictature idéologique où ils ont même intégré la culpabilité de oser se plaindre de souffrance, etc. C'est-à-dire qu'on leur fait souvent qu'ils sont névrosés, alors que moi, ce que j'ai, c'est des névroses sociales objectives, c'est-à-dire qu'en fait, ils souffrent. Donc on a un système en fait, d'un tout petit groupe de prédateurs qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, avec une immense majorité de gens qui souffrent et qui aimeraient se révolter, mais dont on a détruit tous les leviers de la révolte. Et on a une situation assez absurde où pratiquement tout le monde est d'accord qu'on va droit dans le mur. Quand vous discutez en privé avec n'importe quel leader bancaire, politique, syndical, il vous dit on va dans le mur, c'est une catastrophe. Tout le monde identifie à peu près le même problème, le problème de la domination économique, du néolibéralisme mondialisé, et pourtant on a un sentiment d'impuissance totale.
finale, comme un autocar rempli de gosses avec un chauffeur qui s'est évanoui et qui va vers le précipice dans un film catastrophe. Et on cherche qui pourrait reprendre le volant, mais il y a une espèce de lutte qui empêche que quelqu'un reprenne de sérieux, c'est-à-dire un leader politique qui assumerait des valeurs, hein, c'est ça qu'on cherche partout, qui reprendrait le volant pour nous éviter simplement le précipice. Et rien que de faire ce constat déjà, vous marginalise totalement. Hein, le problème, c'est que le politique devrait fixer un cadre à l'économique, et il ne peut le faire, à mes yeux, que dans des entités. Moi, j'identifie comme étant l'État-nation, parce qu'il est à mesure humaine encore. Je ne crois pas à une caste de politique mondialisée ou globalisée, ou même européenne. C'est déjà trop. On s'aperçoit que les élites européennes sont totalement déconnectées par rapport à leurs citoyens. Donc, les politiques, le problème qu'il y a, c'est qu'on leur a délégué un certain pouvoir, mais qu'ils sont à la botte, finalement, de ces grands lobbies, de cette finance abstraite qui joue le jeu de l'avion. Et cet avion, généralement, il s'écrase toujours, et puis il y a quelques-uns qui gagnent, mais il y a la grande majorité qui sont perdants dans ces jeux de l'avion tels qu'ils sont organisés. Là, le politique, plutôt que de donner un cadre au libéralisme, éviter ce monopole financier démultiplié, ne le fait plus. Il n'y a plus de cloisonnement, il n'y a plus de cordon sanitaire, on détruit les frontières. On dit la frontière c'est le mal, il faut totalement éliminer toutes les frontières. On élimine aussi toutes les identités, on élimine aussi toutes les possibilités de protection. C'est comme si on enlève au corps la possibilité de l'autodéfense, l'immunité. C'est à peu près ça qu'on est en train de créer, mais à dessein. Et ça, c'est dangereux, parce que lorsque le système va s'effondrer, alors là, ça va être global aussi, et ça va faire très mal. Donc, ce que je reproche aux politiques, c'est justement de jouer ce jeu, parce le politique est dévoyé. Alors, en Suisse, c'est ce que j'essaie aussi de décrire ici, c'est pourquoi on en est arrivé à certains votes qui ont eu lieu, hein, qu'on peut toujours discuter du contenu du vote, mais le simple fait que le peuple peut encore s'exprimer contre la volonté de ses élites, sur la base d'un suffrage universel, d'un scrutin régulier, c'est pas de temps en temps un référendum, c'est 4 fois par année sur des sujets divers. On vote 7 à 8 fois sur des objets importants qui concernent l'économie, le taux de TVA par exemple. En Suisse, on peut pas, le système politique, financier ne peut pas hausser la TVA sans passer par le peuple. C'est pour ça qu'on a une TVA qui est basse, qui est à 8%, et puis qu'en Union européenne elle est à 19%. Ce genre de choses. C'est pour cette raison que ce modèle-là, moi je le défends. Je sors d'ailleurs de mon pays souvent maintenant, vers l'Union européenne, parce que je vois que les peuples européens, les citoyens, se sentent complètement déconnectés, ils ne se sentent pas pris au sérieux, ils ont l'impression d'être impuissants face à quelque chose qui se passe loin au-dessus de leur tête. Et avec un tel modèle, j'ai encore fait une conférencière ici à Paris, les gens sont très très intéressés, posent des questions, comment ça fonctionne dans le quotidien, comment c'est possible de mettre un tel système en place. C'est vraiment la seule république populaire, démocratie populaire qui mérite ce nom. Parce que celle qu'on a eu connue dans le modèle du communisme, là moi je suis un peu moins optimiste par rapport au communisme, ou disons un communisme abstrait tel qu'il fonctionne peut-être dans les livres, mais dans la réalité vécue, ça n'a pas marché, parce qu'il ne faut pas non plus tuer, d'un autre côté, l'envie d'entreprendre des individus. Donc moi je suis pour un État qui fixe un cadre dans lequel il maintient un certain rapport assez libéral entre les individus, les acteurs politiques, mais toujours avec l'État qui détermine ce cadre, et qui détermine le cadre de l'État. Dans la démocratie directe, c'est le peuple, le socle même de cette définition, et on doit constamment compter avec le peuple qui peut être opposition sur n'importe quel projet de loi au Parlement. Le peuple peut faire le référendum. Donc ça, c'est un des moyens, celui en lequel je crois, parce que je n'ai pas trouvé d'autre pour le moment, de plus efficace pour nous battre contre cette hydre qui est en train de se créer au niveau mondial. Oui, bah là encore, je ne peux pas dire le contraire. Je connais un peu en plus le système suisse, parce que j'ai la nationalité suisse, comme chacun sait, donc je m'intéresse. Alors après, il y a une remarque, c'est les questions d'échelle. Disons que la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie directe, à voir avec les petites échelles quand même. On imagine que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place en Chine. C'est-à-dire que gérer un collectif de 6 millions de gens, c'est pas comme gérer un collectif de 1,3 milliard de gens. Donc sans doute aussi se pose le problème de ce que j'appelle l'échelle humaine, pour appliquer, peut-être qu'en France c'est déjà possible avec 60 millions de gens,
ça peut être beaucoup plus difficile quand il y a des centaines de millions de gens à gérer. Donc ça, c'est souvent les systèmes politiques ont beaucoup à voir avec la masse démographique. L'État cité grec, on peut comprendre l'agora, il y a une échelle humaine de l'agora. Après, il faut réfléchir avec sur les sauts qualitatifs qu'impose le nombre. Ça, c'est un vrai sujet de réflexion politique. Deuxièmement, moi, ça rejoint mon bouquin quand je parle de ce qu'on appelle la démocratie de marché et d'opinion. C'est qu'effectivement, notre démocratie française est absolument antidémocratique de A à Z. Puisqu'en fait, ce sont des politiques et des médiatiques stipendiés par le marché pour véhiculer auprès des masses une idéologie. Et quand ces masses n'obéissent pas à l'idéologie dominante, ils sont considérés comme déviants, abrutis, etc. Et on a bien vu que le référendum, c'est que malgré tout le travail de matraquage européiste, ils ont fini par voter non à l'Europe, parce que d'instinct, ils voyaient que ça appauvrissait leur pouvoir d'achat et que ça détruisait des emplois. C'est-à-dire que toute la promesse, les promesses ont été non seulement non tenues, pas tenues, mais même à l'inverse. On leur a collé le référendum en douce par un truc qui est passé par la trahison du Parlement d'ailleurs, ce qui veut dire que même les députés sont traîtres à la population, qui s'est appelé le traité de Lisbonne. Donc on voit bien aujourd'hui que la démocratie à la française, dont on s'enorgueillit parce qu'on fait référence à la Révolution française, est essentiellement un théâtre de plaideurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus à voir avec un talent d'avocat, au service de lobbies assez puissants et assez faciles à identifier, qui sont essentiellement des lobbies d'argent, et aussi, moi je lis dans mon livre, les lobbies maçonniques, qui ont aussi une vision, qui est une vision mondialiste, antinationale et anti-sacrée, ça c'est donc en anti-tradition d'une certaine manière, et que il faut un peu sortir de cette mascarade pseudo-démocratique. Et effectivement, il y a une grosse ironie française sur la Suisse. Il faut savoir qu'on le sait, il y a une énorme arrogance et un côté moqueur du français sur la Suisse, qui ne sait pas que le Suisse a gagné toutes les guerres françaises sous l'Ancien Régime, car les Suisses étaient les militaires de l'Europe. Donc c'est absolument pas... C'est un peuple pacifique, mais c'est un peuple de guerriers pacifiques, ce qui est assez ambigu. Et puis surtout qu'effectivement, ils ont un système de votation, etc., de subsidiarité et de démocratique, qui serait, je crois que Jean-Jacques Rousseau le faisait déjà remarquer, qui serait un modèle pour nous, effectivement, après avec cette question, réfléchir à la question d'échelle, parce que nous sommes 10 fois plus nombreux que les Suisses. Hein, voilà. Donc quand on multiplie par 10, c'est comme faire la cuisine pour 4 ou la cuisine pour 40, ça change tout dans la cuisine. Hein, il y a un changement d'échelle, voilà. Donc c'est cette question-là qu'il faudrait poser. Mais sur le reste, effectivement, il serait temps que les démocrates français qui ont plein la bouche des valeurs de la République en rabattent un peu et s'intéressent peut-être effectivement à des modèles proches de chez nous. Et c'est vrai que le seul modèle alternatif qui existe aujourd'hui, c'est le modèle suisse, puisque la Suisse n'est pas dans l'Europe, ce qui fait d'ailleurs qu'elle se porte beaucoup mieux que nous. Et ça aussi, il faut le faire remarquer. Les politiques suisses ont eu quand même la force de résister aux sirènes européennes. Et c'est pour ça qu'ils s'en sortent mieux que nous. Hein, ça, c'est une remarque à faire aussi. Ce qui est justement intéressant avec le modèle suisse, c'est qu'il n'est pas nationaliste, il est patriote, mais sans plus. Donc c'est-à-dire que jamais il y a cette idée, ouais, il y en a point comme nous, bien on veut une grande Suisse, ou quelque chose une sorte d'expansion de la Suisse, ou des choses comme ça. Non, il y a plutôt la neutralité armée. Nous, on s'occupe de nos affaires, on a des échanges multilatéraux au niveau économique, diplomatique et tout ça. On veut bien offrir nos bons services aussi, la Croix-Rouge, l'aide suisse en cas de catastrophe, etc. On est très actifs sur ce domaine. Mais ça a été traditionnellement, ça a été un peu mis à mal maintenant par la ministre actuelle que nous avons, qui elle a inventé un concept débile de neutralité active. Alors ça veut dire, c'est la mort de la neutralité évidemment, et ça c'est malheureux, parce que le système fonctionnait justement tant qu'il était perçu comme neutre, et il a été voulu par l'Europe, déjà lors de sa fondation, dès 1648, dès la paix de Westphalie, ça a été voulu comme un système neutre. Mais bon, ce qui est intéressant avec le système suisse, c'est qu'il est fédéraliste, et nous avons 26 petits États qui ont formé une sorte de confédération qui, autour d'une idée commune. C'est pas un pays, la Suisse, c'est une idée autour de laquelle on a mis une frontière. Voilà. Et cette idée-là, elle a un fort degré d'identification du citoyen avec le fait politique, parce qu'il y a autant de parlements en Suisse que de bistrots où les gens causent autour des tables, parce que le citoyen est directement impliqué, c'est lui le souverain. Donc l'État, c'est moi, on peut dire chaque Suisse. Nous n'avons que des Louis XIV chez nous. Chacun, c'est un bout de l'État. Alors qu'en France, c'est très tôt dans l'histoire de la France un système centralisé où tout se dicte depuis le haut de la pyramide. L'éducation nationale en France, ça c'est pour moi un des exemples et un des échecs dramatiques de ce pays, voisin et ami. Mais c'est dicté depuis le haut, et puis alors après, toute la pyramide en bas, elle subit tout ça. Et on a encore maintenant un président français qui est quelque part dans un rôle de Louis XIV. Donc, il est là-haut et il dicte, et puis pendant 5 ans, il a quasiment un chèque en blanc. Ça, évidemment, ça ne permet pas aux gens de s'identifier. Et en plus, alors, lorsque ces élites politiques sont dévoyées, comme on vient de le définir, alors là, c'est vraiment la fin des haricots, donc il n'y a plus moyen de réagir.
tu as relevé un truc en plus, et ce deuxième élément, c'est le sacré. La destruction de toute spiritualité. Et je crois que si ces gens sont aussi dévoyés que ça, si justement il n'y a plus de morale, plus d'éthique dans ces domaines-là, c'est que le sacré a disparu. Et dès qu'il réapparaît d'une manière ou d'une autre, il n'y a qu'à voir. Moi, il y a des aspects de l'Église catholique, on peut toujours critiquer, on peut trouver que voilà, c'est pompeux, les évêques, le machin, tout ce qu'on veut. Mais l'idée de base, l'idée d'une transcendance, l'idée de dire qu'il y a derrière l'aspect visible des choses une réalité plus grande qui me dépasse, ça change quand même complètement la conception que je puisse avoir par rapport à mon action pendant cette vie sur cette terre. Ou si je dis non, tout n'est que matière, je m'arrête au matérialisme athée plus total, bon, alors tout devient moyen et instrument, même l'autre être humain n'est plus une fin en soi, n'est plus lui aussi une entité reliée à cette source divine absolue qui me dépasse, il est plus qu'un hamburger sur deux pattes que je peux utiliser, déplacer, instrumentaliser. Il devient un moyen, il n'est plus une fin en soi. Et c'est là que commence la déshumanisation de nos sociétés. Et les politiques actuelles, je crois qu'ils sont absolument dans cette logique-là. Il y a de moins en moins de gens au Parlement, par exemple. La spiritualité s'exprime même plus à travers les actions, les décisions que prennent ces gens. C'est comme quelque chose de honteux, quelque chose qu'il faut surtout éviter et qu'on essaie de salir en le présentant comme étant dogmatique, etc. Par contre, alors, on importe certaines formes religieuses de l'extérieur, alors celles-là, il ne faut pas les toucher. Donc il y a là aussi un double discours et une malhonnêteté qui franchement, des fois, me fait mal. Oui, ben là pareil, je ne peux pas tellement être contre. Si j'essaye de mettre un peu de concept là-dedans, en fait on a ce qu'on appelle nous en philosophie la logique libérale, que comprend d'ailleurs souvent mal, parce que on est dans un système qui est en fait l'extension de la logique libérale, c'est-à-dire l'extension de la logique marchande à tout, ce qui veut dire que tout est marchandise, donc effectivement la destruction du sacré par la logique marchande. Mais par ailleurs, on est dans un système, si on prend le concept libéral sur le plan philosophique, il est en train de tout détruire, mais si on prend le concept libéral comme concept économique, c'est un mensonge absolu. Nous sommes dans une société totalement antilibérale, parce que c'est une société totalement oligarchique et militaire en réalité, où l'inégalité économique et l'interdiction d'entreprendre est imposée par des élites qui s'appuient sur des privilèges totalement antilibéraux et en fait derrière validés par la puissance militaire, ce qui est exactement la situation américaine. C'est-à-dire c'est une dictature impériale oligarchique basée sur de la fausse monnaie, une monnaie de singe que les autres sont obligés de bouffer parce que sinon on leur bombarde la gueule. Donc en fait on est à la fois dans un système totalement libéral sur le plan philosophique et donc anti-sacré, c'est-à-dire extension de la logique marchande à tout, le corps des enfants, le sexe, les ventres pour la reproduction, donc interdiction de toute transcendance et en même temps un blocage total de ce qui était bien dans le libéralisme, qui était effectivement l'esprit d'entreprise, là qui a à voir avec le protestantisme, voilà. Et c'est là d'ailleurs où la question de l'islam ressurgit, c'est qu'aujourd'hui ce qui agace beaucoup les puissances oligarchiques, et non pas le petit peuple, c'est pas la même chose, chez les musulmans, c'est que les musulmans ont encore une attache, sont encore attachés au sacré, ont encore une vision sacrale du corps, de la différence masculin-féminin, etc., ce qui rejoint un peu les visions qu'on avait dans le temps. Et en fait, il y a le politique qui a détruit le sacré, montre du doigt l'invasion musulmane, alors qu'en réalité c'est une immigration imposée, mais en même temps, leur vrai problème, c'est qu'ils mettent au pas, ils soumettent à la logique marchande des gens qui, pour des raisons historiques, y échappent encore un peu, c'est-à-dire ou encore à des attaches sacrées. Et moi, quand je vois souvent la manière dont s'expriment les musulmans que je connais aujourd'hui, ils parlent comme on peut les parler les Français il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ne peut pas être marchandise, il y a des choses un peu sacrées, ça ressemble finalement à la société catholique d'il y a 50 ans. Et donc, c'est de ce point de vue-là, moi, que je dis qu'il y a quelque chose de progressiste et de subversif et de résistance, de l'ordre de la résistance dans un certain islam, c'est qu'effectivement ça peut être un frein à la déferlante libérale. Voilà. Et malheureusement, que ce frein, on est obligé d'aller le chercher à l'extérieur, c'est un constat qui peut être assez énervant, notamment pour un Suisse, parce que j'insiste que la Suisse n'a pas eu d'empire colonial et pas de débouché sur la Méditerranée, et que l'islam suisse est beaucoup plus invraisemblable que l'islam français. Nous avons effectivement une histoire coloniale, un débouché sur la Méditerranée. C'est pas abstrait comme la Suisse et la France, c'est pas le même pays. Mais voilà, c'est une question qui est très ambiguë. Il y a à la fois une espèce d'islam qui s'impose en France contre soi-disant les valeurs de la République, ce qui serait d'ailleurs à définir, et en même temps, il y a une résistance sacrée qui effectivement arrive par l'immigration, ce qui n'était pas prévu puisque ces gens sont musulmans par ailleurs, et cette résistance sacrée
qui finalement serait peut-être un apport de spiritualité dont nous avons besoin, est mise au pas par la violence libérale, qui est la même chose que la violence mondialiste et la violence marchande. Voilà. Et c'est là où cette affaire est compliquée. C'est pour ça que moi je vois, il y a à la fois quelque chose d'angoissant dans l'islam par rapport à la République, parce que c'est ta vision, et en même temps quelque chose de l'ordre de ce que j'appelle moi le front de la foi, et finalement la résistance sacrée. Voilà. Et donc pour moi il y a un aspect à la fois négatif et positif dans cette affaire-là. Voilà. Et moi j'insiste sur l'aspect positif, parce que les médias n'insistent que sur l'aspect négatif. Bon, alors là, je pense qu'on a un point où on n'est pas d'accord. Là, j'ai un problème avec ça. Donc, pour moi, les WASP américains, si tu prends le protestantisme américain et l'islam, dans leur doctrine, quelque part, ils ont des points qui sont, pour ainsi dire, similaires. Dans les deux cas, il y a une sorte de mission divine imposée à l'homme d'exercer le pouvoir, de prendre le pouvoir, de gérer ces pauvres âmes perdues. Et si on veut, entre Calvin et Mahomet, à mon avis, la différence, elle se réduit à quasiment rien. C'est accompagné par ce que j'appellerais une sorte de dogmatisme de corps de garde. C'est extrêmement ritualisé. Et puis, le but, c'est toujours d'établir l'emprise du dogme religieux ici, sur cette terre, dans la réalité matérielle, économique, etc. etc. À ce niveau-là, ces deux systèmes, c'est une confrontation de deux systèmes qui fonctionnent sur la base des mêmes buts, des mêmes procédés. C'est quelque chose, c'est lié à la conquête, directement lié à la conquête terrienne, terrestre, etc. Au contraire de l'idée que je reprends des évangiles, qui est plutôt, alors, je vois plutôt chez le catholique, l'idée de dire le royaume de Dieu n'est pas de cette terre, séparons ce qui est à César de ce qui est au bon Dieu, etc. Ou alors, on se rend bien compte que la spiritualité, elle devient particulièrement dangereuse lorsqu'elle est prise en otage par un système qui se veut totalitaire, dans le sens où il englobe tout ce que l'être humain fait, pense, dit, etc., consomme. Ça, c'est pour moi insupportable. Moi, alors là ça me révulse du plus profond, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Quel que soit ce dogme, et on a eu des dogmes de ce type-là, mais sans Dieu, ça a été le communisme ou le national-socialisme, c'est exactement la même logique. Il y a un principe abstrait qui représente une sorte de dictat absolu, et puis l'être humain, dans sa valeur propre, il est soumis à ce dogme abstrait, et il n'a plus de valeur propre, si ce n'est en référence ou en soumission par rapport à ce dogme. Insupportable pour moi, c'est là où j'ai de la peine avec le dogme islamique. Ça, c'est quelque chose qui me pose un problème, autant que les cinglés, les protestants américains ont exactement le même syndrome, avec peut-être plus de pouvoir actuellement que les autres en face. Ça, d'accord, ça je le reconnais. Bon, bah déjà, on avance un peu sur cette question. C'est vrai que quand on reproche effectivement à l'islam d'être une religion, on va dire, totalisante, effectivement, ce qui n'existe pas dans le catholicisme, tel que d'ailleurs il a évolué, notamment en France, grâce à Pascal. Voilà, et ça, moi je fais bien ce distinguo, c'est que nous, en France, nous sommes des catholiques. Hein, et effectivement, et là je fais une remarque, il n'y a pas plus de chrétienté qu'il n'y a d'islam. En réalité, la chrétienté, ça ne veut rien dire, parce qu'effectivement, il y a des catholiques, des protestants. Dans le protestantisme, il y a des chapelles très différentes. Et dans l'islam, c'est aussi complexe. En réalité, l'islam est très complexe. En revanche, moi je veux bien admettre que pour on va dire un Européen catholique qui a bien effectivement entendu le message des évangiles, hein, c'est-à-dire la séparation du terrestre et du céleste, effectivement l'islam pose un problème, ça je veux l'admettre. Mais effectivement, la remarque que tu fais là, j'insiste, c'est qu'il y a exactement le même problème avec ce que j'appelle le judéo-protestantisme, qui est un système aussi clos. C'est pour ça que quand j'entendais Mélenchon dire que la liberté de penser en France venait de la franc-maçonnerie contre le catholicisme, bon, je disais c'est pas tout à fait faux, mais après il reliait la franc-maçonnerie au protestantisme et le protestantisme au judaïsme. Il me semble que moi qui étudiais tout ça, le judaïsme, notamment le judaïsme talmudique, et la soumission intégrale à la loi, comme l'islam, la violence des tribunaux rabbiniques et l'enfermement du ghetto, c'est-à-dire des communautés juives telles que le conçoivent les juifs, est aussi une soumission intégrale à une loi qui ne se discute pas, hyper tatillonne, et de ce point de vue-là, il y a des parentés très fortes entre le judaïsme et l'islam. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'en réalité aujourd'hui on essaie d'imposer un choc de civilisation qui serait le monde judéo-chrétien, qui est un concept qui n'existe pas, qui a été inventé au XIXe siècle. Il n'y a pas de judéo-christianisme. Moi je suis marcioniste, il y a une coupure totale entre le message du Christ et ce qui critique. Et ce qui critique d'ailleurs c'est le judaïsme,
tel que d'ailleurs il s'est radicalisé dans le talmudisme. Donc il n'y a pas de judéo-christianisme. C'est comme de dire le monarchie-républicanisme. Hein, ça serait comme il y a une rupture, il y a une révolution. Jésus-Christ fait une révolution. En fait, ouais, mais on le dit parce que le christianisme au début était une secte dans le cadre du judaïsme. Le concept de judéo-christianisme est un truc qui a été inventé au XIXe siècle et qui est un instrument politique d'une confusion habile et intéressée et intelligente. Donc dès lors qu'on complexifie le problème, on voit qu'il y a un catholicisme, il y a plusieurs islams, il y a plusieurs aussi protestantismes, et il y a des systèmes, on va dire, à la fois sacrés et matérialistes, comme l'est d'ailleurs le libéralisme anglo-saxon. Hein, je veux dire, il suffit de dire Benjamin Franklin, où c'est Dieu qui t'impose de faire du business, etc. C'est-à-dire qu'on est finalement, effectivement, nous, les Français catholiques, pour parler de la France, pris en sandwich entre deux systèmes qui sont très éloignés de nous. Et moi, je disais toujours dans le temps qu'un catholique est aussi éloigné d'un musulman que d'un protestant. Et moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on nous impose cette vision, justement, judéo-chrétienne, qui est le truc des chocs des civilisations, en disant, nous sommes dans le même camp que l'Amérique libérale, et nous luttons contre un islam monolithique. Et c'est cette simplification et cette caricature qui est un mensonge. L'islam n'est pas monolithique. Les trois quarts des conflits se passent à l'intérieur de l'islam, comme les trois quarts des conflits se passent à l'intérieur de la chrétienté. L'histoire de la chrétienté est une histoire de guerre intra-chrétienne. Il ne faut pas oublier que et les Américains, et les Russes, et les Français, et les Allemands, et les Anglais sont tous des chrétiens et n'ont fait que se taper sur la gueule. Et l'Europe n'a jamais été déstabilisée par un agent extérieur, jamais. Elle a toujours été déstabilisée par le fait que les Anglais nous ont poussé perfidement à nous battre contre les Allemands ou se sont battus à mort contre nous. Donc en fait, quand on est un peu sérieux dans la vision des choses, je peux admettre ce que tu dis sur effectivement ce qui te gêne dans l'islam. Effectivement, c'est que c'est une religion qui gère ta vie quotidienne et pratique de A à Z, et que ça ne correspond pas vraiment à nos traditions, notamment d'un certain catholicisme. Mais après, quand on a dit ça, je refuse qu'on tombe dans le piège du choc des civilisations en disant il y a le monde judéo-chrétien et l'islam. Cette vision est fausse. Et il faut poser le problème dans sa complexité. Et dès lors qu'on le pose dans sa complexité, on échappe à la violence. Et on cherche des solutions, notamment là où il faut les trouver, c'est-à-dire en montrant du doigt l'hégémonie impériale financière, en réalité. Et on comprend que l'islam est une conséquence de l'immigration, et l'immigration est voulue par le mondialisme. Et quand on remet le problème à l'endroit, on échappe à cette laideur morale. Moi qui me gêne, c'est de montrer du doigt des gens qui sont des petites gens, qui n'ont rien demandé, qui pratiquent une religion parce que de toute façon ils n'ont pas le droit d'y échapper. Donc de toute façon, leur reprocher d'être religieux c'est stupide, parce que quand un homme a la foi, il a la foi, tu ne peux pas faire autre chose. Et qu'en fait ils sont une conséquence et ils ne sont pas une cause. Voilà. Et aujourd'hui ceux qui les montrent du doigt sont ceux qui les ont fait venir. C'est ça que je trouve insupportable. Et notamment Finkielkraut, que je vais attaquer directement et frontalement. Il était parrain de SOS Racisme, il a cautionné l'immigration de A à Z, il a empêcher les nationaux de se plaindre de l'immigration. Ces gens-là nous ont entièrement désarmés, les nationaux français catholiques. C'est ce lobby judéo-immigrationniste très facile à identifier. Et aujourd'hui, ils parlent de racisme anti-blanc, ils parlent de danger de l'islam. C'est-à-dire qu'ils font exactement ce que décrivait Solzhenitsyn dans 2 siècles ensemble avec les juifs communistes, qui ont porté le communisme russe à bout de bras. Et quand ça a été moins intéressant pour eux, on dit que la violence communiste était consubstantielle à l'âme slave, alors qu'ils l'avaient fabriquée, cette violence, de A à Z, et contre le peuple slave et contre le peuple russe. Il y a ce même mensonge, cette même malhonnêteté de cette élite judéo-sioniste en France, et dont Finkielkraut est le parfait exemple. Ils ont organisé l'immigration, ils ont désarmé la France catholique et nationale, et aujourd'hui ils retournent leurs alliances à 180 degrés. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent que le jeune de banlieue, parce qu'il est pro-palestinien, serait plus antisémite que le français catholique qui a accepté Pétain. Voilà. Et ça, c'est ce logiciel-là qui existe en France. C'est cette saloperie contre laquelle je me bats. C'est que les gens aujourd'hui qui montrent les musulmans du doigt n'ont aucune légitimité pour le faire. C'est eux qui les ont fait venir et c'est eux qui les ont d'une certaine manière armés contre nous, pauvres Français de souche, qui d'ailleurs ne faisons que subir et qui n'avons jamais aucun pouvoir. Voilà. Sauf de parler dans une cave comme je le fais aujourd'hui, sous menace de procès. C'est vrai qu'on est dans une ambiance de fin de siècle, c'est presque comme l'interrogatoire dans les caves de la Gestapo. Là. Mais bon, au niveau des... Donc, il y a quand même une différence fondamentale, je pense, dans la possibilité, disons, de changer fondamentalement la texture du corps social. C'est que la religion juive ne pose pas de problème démographique par sa logique même. Donc là, à ce niveau-là, il y a une différence, alors que, évidemment, l'islam, lui, a ce prosélytisme, qu'avait aussi d'ailleurs la religion chrétienne. Ils ont un fort prosélytisme. Chez eux, évidemment, non. Il n'y a pas cet aspect-là. Donc là, il y aurait une différence, que je dis juste par rapport à ce que tu disais, peut-être là, à voir. Maintenant, la haine contre le catholicisme, d'abord, qu'on voit dans les médias, c'est bien vu. Il faut surtout taper sur le pape, taper sur les... Alors les prêtres pédophiles, ça, il faut faire ressortir un maximum. C'est tout à fait condamnable, tout ce qu'on veut, mais l'utilisation qui en est faite ensuite,
où on fait ressortir que ça, c'est pour rendre particulièrement méprisable cette démarche spirituelle, alors que derrière, qu'est-ce qu'on combat? Uniquement la seule liberté réelle de l'homme qui est spirituelle, qui est au fond de lui-même. Je peux être libre uniquement au fond de moi-même. La liberté que je pourrais avoir dans le domaine matériel, elle est toujours limitée. Je ne serai jamais totalement libre. Par contre, au fond de moi-même, cette force spirituelle que je retrouve dans certains auteurs allemands, Goethe, Schiller, par exemple, le classicisme allemand, l'idéalisme allemand, prône cette démarche. Ça, c'est une liberté qui dérange évidemment des gens qui veulent transformer l'être humain en produit utilisable, matière marchande, etc. etc. Maintenant, le problème qu'on a, et ça, je ne voudrais pas que tu me comprennes mal, moi, j'ai jamais rejeté un individu pour ce qu'il est, ses racines, sa couleur de peau, ses préférences sexuelles. Je m'en fous, ça ne me regarde pas. C'est lui, c'est son identité. On a simplement un petit problème, c'est que on a, nous, si je prends la loi suisse, bon, puisque je vis en Suisse, mais c'est sûrement vrai aussi pour les autres pays, on a un fonctionnement démocratique basé sur une certaine histoire et certaines valeurs, et qu'à un certain moment arrive un dogme qui, dans certaines zones, est clairement en contradiction. Alors maintenant, soit la personne issue de ce cercle-là s'intègre, soit on arrive à réussir cette intégration, soit on va avoir un problème, parce qu'à un certain moment, il y a un clash. Alors si on prend le droit pénal, le droit de l'enfant, le droit des femmes, alors là, le Parti Socialiste, il est incroyablement... alors en Suisse, ça c'est extraordinaire. Les socialistes, ça fait 30 ans qu'ils se battent pour l'égalité homme-femme, alors après ils défilent avec le Hezbollah et le Hamas sur la place fédérale. Alors là, ils n'ont peut-être pas lu le programme. Donc là je trouve qu'il y a une contradiction, mais que j'arrive à m'expliquer, puisque c'est utilisé de toute manière. C'est instrumentalisé, on est d'accord. Finalement, actuellement, s'il y a un plan musulman d'emprise démographique grandissante sur l'Europe, ils font juste. Eux, ils ont leur agenda, si ce plan existe, ils font juste, il est appliqué, ils ont raison, c'est leur logique, et finalement, c'est dicté aussi par leur dogme, quelque part, c'est un dogme conquérant, et puis notre civilisation est en train de s'éradiquer elle-même, par l'avortement, l'euthanasie, etc. On est une sorte de société de la mort. Alors évidemment, on a une sorte de dynamique là, démographique, qui va gentiment nous bouffer, mais nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Moi, j'en veux à nos élites politiques, et à l'instrumentalisation qu'ils font de cela. Je ne peux pas en vouloir à cet adversaire qui, lui, finalement, est assez clair dans sa manière de procéder. Donc, c'est nous les idiots. Le problème qui apparaît alors dans la vie concrète, surtout d'après ce que je connais un peu de la France, et ce que j'ai vu aussi en Belgique, j'ai constaté aussi en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a une conjonction de différents éléments où il y a une sorte d'extraterritorialité qui est créée dans certaines banlieues, ces cités de non-droit, comme on peut les appeler, où vous avez un énorme problème social créé par l'État hôte, parce que ça c'est vrai que les Français ils ont fait, alors, au niveau de la politique d'immigration, ils ont tout fait fou. Ils ont créé ces banlieues, ils ont créé ces lieux sous-privilégiés au niveau social. On a des gens donc, qui n'ont pas de perspective. Dans cette pauvreté, ensuite une formation très très basse, en plus de cela, donc proche de l'illettrisme, oui, carrément de l'illettrisme, et puis alors arrive là-dedans un intégriste, un fondamentaliste, un imam quelconque, qui évidemment arrive à capter ces énergies-là, et est beaucoup plus intégrateur, lui, que l'État dans lequel sont venus ces gens. Et on se retrouve face à des sociétés parallèles, basées sur des valeurs totalement contradictoires, et ça ne peut, sur la durée, vu l'évolution démographique, ça ne peut qu'amener à la France vers une sorte de guerre civile latente, je ne sais pas, mais enfin, où vous avez deux sociétés vues en parallèle, comme dans les territoires occupés finalement en Cisjordanie. C'est quasiment ça, le futur qui attend ce pays. Eh bien écoute, c'est bien d'en parler, parce que je crois effectivement que le projet de domination et de soumission de la France par l'oligarchie mondiale, il y a quand même des projets, est aussi basé sur cette mise en place, ce qu'on appelle stratégie du choc, stratégie du chaos, d'une guerre civile. C'est-à-dire que je pense que cette, comment dirais-je, l'islamisation n'est jamais que quelque chose qui remplit un espace vide qui a été créé volontairement.
par la haine du national, par la destruction de la frontière, un travail notamment des éducateurs trotskistes qui ont éduqué ces jeunes dans la haine de la France, de A à Z. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un jeune immigré pourrait aimer la France avec ce qu'on lui racontait de la France. Hein. Et ça, il faut voir qui l'a fait. Ces élites, c'est clairement identifié. C'est une fois de plus les copains à Finkielkraut, plus les réseaux trotskistes de l'éducation nationale. Hein. On voit toujours identifier les mêmes manipulateurs, etc. C'est-à-dire que comment un jeune de banlieue pourrait-il aimer la France avec les conditions qui lui ont été faites? Voilà, là, il y a quelque chose d'anthropologique. Il pourrait venir de la planète Mars, on arriverait au même résultat. Hein. Il serait suédois, ça serait pareil. Voilà. Donc en fait, on a créé un vide spirituel. On a créé toutes les conditions, effectivement, d'une guerre civile. Et c'est pour ça que moi, je pense que cette guerre civile est voulue, parce que la France est un pays très rétif à la domination. C'est un pays, contrairement à ce que raconte Éric Zemmour, qui fait d'ailleurs partie pour moi du projet impérial, n'est pas du tout la continuation de l'Empire romain. C'est un pays, comme le dit Asselineau, qui est un empire de la pensée, qui a toujours résisté aux dominations impériales. Ces dominations impériales étaient soit l'Empire romain germanique, c'est-à-dire l'Allemagne, soit la perfide Albion, soit l'Angleterre. Et la France, qui se situe en Europe, est une clé de la domination thalassocratique anglo-saxonne, judéo-protestante sur le monde notamment européen. Il faut absolument... Si la France échappe à cette domination, ce qu'a essayé de faire De Gaulle à la fin de sa carrière, et ce que tu l'avais eu son éviction, tout est remis en cause. Si la France se tourne vers Berlin et Moscou, tout est remis en cause. Et je pense que la France est un pays qui doit être soumis. Hein, et d'ailleurs, on voit que Sarkozy est un agent de la soumission qui a détruit notre Quai d'Orsay, qui restait du Quai d'Orsay, qui a détruit l'armée française, qui l'a mis sous le pilotage de l'OTAN, etc. Nous avons des élites entièrement corrompues et qui sont formées aux États-Unis, hein, il faut le savoir, qui sont des agents américains et qui sont des traîtres à la France permanents. Et il y a un vrai projet de destruction de la France, de son peuple, qui est un peuple rétif à la domination et un peuple qui véhicule des idées d'insoumission qui sont très gênantes pour toute domination impériale. C'est le discours de Phnom Penh de Gaulle, le discours de Québec. C'est-à-dire que la France est un virus anti-impérial, en réalité en soi. Et c'est porté par son peuple et par son histoire. Et je pense qu'il y a une vraie volonté impériale effectivement de créer à l'intérieur de la France une guerre civile permanente et larvée entre la population de souche et une population immigrée réislamisée sur un modèle en plus salafiste, et qu'en réalité, cette islamisation des banlieues vient beaucoup plus d'un projet pervers que des gens eux-mêmes, qui en réalité, quand on s'intéresse aux banlieues, sont plutôt des sous-prolétaires sur une idéologie à l'américaine, en réalité ce qu'on appelle des libéraux, mais des libéraux sous-prolétaires, et en fait les réislamisés sont peu nombreux, et les réislamisés violents sont souvent des gens, quand on regarde leur CV, qui sont passés par la prison, par la conversion et par le ministère de l'Intérieur. Ce sont souvent des agents manipulateurs. Et quand on parle en réalité de l'islam du quotidien, des Français musulmans du quotidien, c'est plutôt un islam sécularisé tel qu'il est pratiqué par exemple en Tunisie, qui est assez peu extrême en réalité. Et c'est pour ça que quand on fait une sociologie de tout ça, on voit que aujourd'hui le vrai problème de l'islamisme qui te fait peur toi fait partie intégrante en fait du projet de domination impériale, exactement comme quand on cherche derrière Al-Qaïda, on trouve l'Arabie Saoudite et on trouve assez vite l'Empire et les services américains, anglais et israéliens. C'est le seul point sur lequel vraisemblablement Kadhafi a raison. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'essaie de réintroduire de la complexité pour voir qu'effectivement il n'y a pas deux camps. Et je veux dire que tout le système de domination, je pense que le sport sert à ça, c'est de te faire choisir entre l'OM et le PSG, tu vois, entre Manchester, en réalité, la politique est un sport où il n'y a pas que deux équipes qui jouent, il y a au moins trois équipes, moi j'essaie de sortir de cette logique binaire stupide, choc des civilisations, Europe ou Islam. Je pense que le problème posé comme ça est un piège en soi, et que de toute façon on sera tous victimes de ce piège, hein, parce que la guerre civile, personne ne gagne dans la guerre civile en réalité, sauf un agent extérieur. La guerre civile, c'est toujours tragique parce que ça se passe sur le territoire. Et moi, mon projet, c'est d'échapper à la guerre civile. Et je pense que l'oligarchie mondiale a un projet de guerre civile permanente et larvée pour la France, qui est un moyen de domination, notamment par des lois d'exception, un Patriot Act, de dévier la colère sociale et économique sur de l'ethnique et du religieux. Et on voit très bien tout l'intérêt qu'a l'oligarchie mondiale néo-financière, etc., enfin financière, néo-capitaliste, anglo-saxonne, judéo-sioniste, thalassocratique, tu peux mettre tous les adjectifs que tu veux derrière, à créer cette situation en France. Donc eux ne veulent pas résoudre le problème s'il y a un problème d'immigration et d'islam. Ils veulent au contraire le maintenir, c'est-à-dire qu'ils font venir des immigrés, ils les poussent à s'islamiser même en leur finançant les mosquées, et après ils montent le musulman du doigt comme posant problème pour le pousser à se radicaliser parce qu'il est humilié. Et on voit bien qu'aujourd'hui c'est Copé qui pousse ce projet à l'UMP, et que même Marine Le Pen au Front National essaye de freiner un peu, parce qu'un leader politique authentique et sérieux d'un pays ne doit pas travailler à la guerre civile dans son pays. Alors moi je prétends que les trois quarts de nos élites
ne sont pas des patriotes français. Ce sont des agents, soit américains, soit des agents israéliens. Je veux dire, Jacob Cohen l'a écrit dans un bouquin qu'on diffuse, qui s'appelle Le Printemps des Saganim. Les 3/4 des élites françaises, Bernard-Henri Lévy, Copé, Sarkozy, sont des agents de l'étranger, il faut le dire. Et si un jour nous reprenons le pouvoir, nous pouvons imaginer de les faire juger et qu'ils terminent à l'île du Diable, exactement comme a terminé Pétain. Ils méritent, si nous reprenons le pouvoir dans notre pays, nous, Français, patriotes, citoyens, ils méritent, ces gens-là, d'être comment dirais-je, condamnés par contumace, parce qu'ils se sauveront, évidemment, et ils iront là d'où ils viennent. Ils iront, on sait où ils iront, aux États-Unis, en Israël, voilà. Et ben, il faudra un jour les attraper et les juger pour haute trahison. Et quand on aura un vrai recul historique sur la France, dans 50 ans, un siècle, on jugera cette période, c'est des années, on va dire, depuis l'éviction de De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, comme des périodes où la France avait été totalement dépossédée d'elle-même et qui ressemblent à la période où la France était sous domination anglaise avant Jeanne d'Arc. Exactement. C'est la même chose. Voilà. C'est vrai qu'en Suisse aussi, on a perçu cette première idée, la honte, qui est créée, qui est instillée, qui est distillée là. Tu dois être honteux quasiment d'être un Suisse, un blanc, appartenant à ta culture, etc. Tu es coupable. Nous, on a essayé de... Alors, ils ont surévalué complètement la culpabilité par rapport à la Deuxième Guerre mondiale de la Suisse. Donc là, ils ont fait très fort, parce que le rapport Bergier, c'est une commande américaine. Et puis nous, on devait faire amende honorable. Alors, à travers ce rapport, voilà, c'est ce qui a été fait. Alors que depuis, on s'aperçoit que sur les 2 milliards qu'on a dû payer par là, ils ont, je crois, trouvé finalement preneur pour environ 300 millions seulement. Mais ils ne trouvaient pas les gens à qui il fallait rendre ces soi-disant fonds en déshérence. Donc c'était quand même monté de nouveau. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas, je dis juste que ça a été instrumentalisé, exagéré, c'est tout. Et puis alors on arrive à l'autoflagellation. On n'a plus le droit d'être soi-même, on n'a plus le droit d'être fier de sa culture, de son appartenance nationale, etc. Et alors, dans ce vide-là, évidemment, on fait rentrer des choses qui, elles, sont après difficiles à gérer. Mais non, sur l'analyse, on voit qu'on est relativement d'accord. Le problème, c'est qu'il existe réellement dans le quotidien et dans le vécu ce problème. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, je constate une différence, par exemple, entre la Suisse et la France, c'est que nous, on a réussi jusqu'à présent, j'espère qu'on arrivera encore à le faire, à éviter les ghettos. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est intégrer les gens. Si on réussit l'intégration, on avait un vote par exemple il y a quelques années en Suisse, et mon parti, alors je suis assez fier de ma section UDC du Valais, nous avions décidé de refuser ça. C'était de limiter le nombre d'étrangers à 18%. Alors je dis pourquoi pas 17, pourquoi pas 19, parce qu'on s'en fout du chiffre. C'est la qualité d'intégration qui détermine. Si les gens sont bien intégrés, qui participent positivement et activement à la création d'un État harmonieux, riche, prospère, etc., et pacifique, eh bien, on peut en supporter 25-30%, mais si ils sont mal intégrés, 5%, c'est déjà trop, parce qu'ils vont nous poser un problème majeur. Donc on voit ça aussi parce qu'on importe la criminalité. Évidemment, on est un pays riche, alors les bandes de Lyon viennent se servir à Genève, on en est à 900 cambriolages par mois actuellement, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première des choses, pour moi, c'est l'État-nation n'est pas mort, parce qu'il est encore à échelle humaine et identifiable. Et ensuite, on peut définir quel est le type de gouvernance qu'on veut dans cet État-nation. Et je crois que là, la Suisse a un exemple à donner. Et alors là, je reviens maintenant tout au début. C'est vrai que la Suisse est petite, ok, c'est 7 millions d'habitants. On dirait que c'est la taille qui permet cela. Il y a une histoire particulière, c'est une longue gestation, tout ce qu'on veut. Mais certains éléments de cette démocratie directe, par exemple le droit au référendum ou la possibilité d'une initiative populaire, ça peut tout à fait être exporté. Et puis on pourrait finalement gérer l'Europe, une Europe des patries, de même manière que la Suisse se gère par rapport à ses cantons. Parce que les cantons actuels sont plus indépendants par rapport à leur gouvernement fédéral que finalement les pays d'Europe par rapport à Bruxelles. Donc, on pourrait quand même utiliser ça comme début de réflexion pour l'Europe dans sa totalité. Moi, je pourrais être un défenseur d'une adhésion de la Suisse à une Europe des patries. Parce qu'à ce moment-là, nous ne serions pas obligés de nous renier nous-mêmes pour faire partie du grand jeu. Et actuellement, c'est ce qu'on demande aux pays. Ils doivent se renier eux-mêmes, et les pays qui ont une velléité finalement de sortir du cadre, etc., ils sont détruits, ne serait-ce qu'économiquement. Alors la Grèce, l'Irlande, tous ces... Alors on nous a amené l'Irlande comme l'exemple d'une réussite d'intégration dans le système de l'Union européenne, mais on a vu, alors, ils sont descendus en flammes comme c'est pas permis. Le Portugal aussi. J'ai parlé avec un Portugais qui à un certain moment
ça c'était assez flagrant aussi depuis la Suisse, à un certain moment, les Portugais ne venaient plus en Suisse pour travailler, alors qu'on a eu pendant une décennie énormément de travailleurs qui venaient en Suisse, ils gagnaient bien de l'argent, etc. Ils construisaient leur maison là-bas, finalement ils y retournaient généralement, mais beaucoup s'intégraient et vivaient en Suisse. Tout à coup, la force des Portugais ne venaient plus parce qu'ils étaient entrés dans l'Union européenne. Ça a duré 5-6 ans. Ils sont revenus en masse. Et alors un Portugais, un jour, dans une discussion, j'ai passé mes vacances 3 semaines là-bas, il m'a dit, tu sais, avant, nous étions pauvres dans un pays pauvre, donc on ne le remarquait pas trop qu'on était pauvres. Mais maintenant, on est pauvre dans un pays riche, mais c'est insupportable. Donc c'est finalement le pays, au fond, il y a une infrastructure qui a été créée, il y a une sorte de richesse générale qui a été créée avec évidemment les fonds de l'Union européenne, mais le citoyen, lui, il se retrouve toujours avec, qu'est-ce que c'est que le salaire moyen de 400-500 euros par mois. Mais enfin, il est alors devant la vitrine, il fait du lèche-vitrine à la longue journée, mais il n'a pas les moyens d'aller s'acheter les pâtisseries. Donc la frustration est d'autant plus grande. Qu'est-ce qu'on a résolu à travers cela? Alors que si, maintenant on a résolu une chose, c'est que le Portugal il va devoir maintenant demander accepter l'aide du FMI, et on va l'avoir sous la coupe, et on va en faire ce qu'on veut, ça devient un jouet dans ce grand jeu global. Voilà. Point. Ça permet de faire une remarque, c'est qu'on voit très bien que la mondialisation a comme conséquence d'importer dans un pays qui se mondialise les écarts économiques du monde. C'est-à-dire, en réalité, on a, dans la France des années 60, on a un rapport de 1 à 7 pour la richesse moyenne entre un PDG de PME, c'est la figure de Louis de Funès dans les années 60, le type qui a une entreprise locale avec 20 employés, le rapport de richesse est de 1 à 7. Et ben, avec la mondialisation, on a le milliardaire, le niveau de vie du milliardaire américain et le niveau de vie du sous-prolétaire bengali dans le même espace géographique et parfois dans la même ville. C'est ce qu'on regarde d'ailleurs, ça devient les Paris, c'est sur des cas. C'est-à-dire que les Français sont de plus en plus pauvres et les loyers ne font que monter. Parce qu'en fait, il y a preneur, comme on mondialise le marché, c'est là où on voit que la frontière est quelque chose d'absolument social, c'est que si c'est la loi de l'argent qui règne, n'importe quel milliardaire du monde peut s'offrir un bel appartement à Paris, et à terme, plus aucun Français moyen ne peut vivre dans sa propre capitale, puisqu'il y a 2,5 millions de logements à Paris, et c'est ça la logique mondialiste. C'est-à-dire que tout l'espace, de façon indifférenciée, appartient à celui qui a les moyens de se le payer. Ce qui veut dire que n'importe quel milliardaire chinois demain, d'ailleurs on aura ces problèmes bientôt, c'est pour ça qu'il y aura des réponses politiques violentes bientôt, parce que le jour où il va émerger, ce qui est déjà le cas, une hyperclasse chinoise multimilliardaire et qui va décider que ce qui est chic, c'est d'avoir un pied-à-terre à Paris, vu qu'ils sont 1,3 milliard, même si c'est 1% de la population, on peut imaginer 300 ou 400 000 Chinois qui veulent acheter un bel appartement à Paris. Et là même la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer, qui tient Paris de A à Z, va être chassée par les Chinois. Et là d'un seul coup, ils se sentiront français, victimes des riches, des nouveaux riches. C'est-à-dire que nos chalalas parisiens découvrant ce qu'ont subi le Deauvillois, parce que moi j'ai vu la prise de Deauville par les Juifs, je l'ai vu, voilà, c'était par l'argent, c'est la violence de l'argent. On rachète les maisons, on vire tout le monde dans les salons de thé en survêtement naf-naf, en parlant fort avec des Mercedes à crédit. J'ai vu ça, voilà. Et ben, à la limite, ce qui pourrait être amusant demain, c'est qu'on verra les Chinois faire la même chose au chalala, avec un niveau de vulgarité encore plus grand et un niveau d'argent encore plus grand. Voilà. Et de toute façon, à un moment donné, face à ces problèmes-là, la question du mondialisme et de la mondialisation va être posée, et soit, c'est le truc de mon bouquin, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, à un moment donné il faudra se révolter contre ce processus, parce que si on en voit la logique, on n'est pas au bout encore de la catastrophe, ça peut être bien pire, au niveau de la violence opérée sur les peuples, et non seulement le prolétariat et le sous-prolétariat, ce qui est déjà fait, sous-prolétariat c'est des immigrés, le prolétariat il est à la ramasse, il vit des aides sociales, mais maintenant ce qui est touché c'est les classes moyennes. Alors on sait très bien que politiquement quand les classes moyennes sont touchées, on touche réellement au nerf, au nœud du pays, parce qu'on touche à l'identité culturelle, à la capacité de production, à la capacité de rebond, c'est-à-dire on touche au génie national. Donc à la stabilité de l'État. Au génie national et bien sûr à tout ça. Et là, comme les couches moyennes sont violemment touchées, il y a aujourd'hui des gens qui sont professeurs d'université à Paris, ils ne peuvent plus se loger à Paris, parce qu'effectivement les prix sont délirants, ils ne font que monter. Et c'est pour ça que de toute façon on est dans une situation, à mon avis, pré-révolutionnaire, et que ça ne peut pas continuer comme ça. On a couvert le processus mondialiste par un mensonge médiatique jusqu'à présent, en faisant croire notamment le miracle irlandais, etc. On sait aujourd'hui que ces pays sont totalement en faillite et finalement regrettent la période pré-européenne, où finalement ils se rendent compte qu'il y a eu beaucoup de poudre aux yeux, qu'une petite minorité a gagné. La bourgeoisie comprador gagne à la mondialisation, il n'y a pas de problème. Il y en a eu en Iran, il y en a partout, mais que globalement tout le monde y a perdu. Mais alors toi, t'as quoi comme solution par rapport à ça?
Non, mais c'est la question que je te pose concrètement pour la France. Parce que moi, pour la Suisse, je vois le modèle, j'essaye de le défendre, mais pour la France, toi, qu'est-ce que tu prônes concrètement? Tu veux faire quoi là contre alors? Moi, c'est pas pour rien que je m'étais rapproché du Front National à un moment donné, c'est que de toute façon, je crois que la France ne peut s'en servir que dans un sursaut national, évidemment, c'est-à-dire la nation est fondamentale, la frontière, l'idée effectivement d'intégration et d'acceptation d'une charte, qui en plus à la française, qui est très peu contraignante. Parce qu'en plus, nous, on est un pays qui n'est pas un pays racialiste, c'est pas le Volkisch, c'est ni le Volkisch allemand, ni le communautarisme anglais. On a un modèle français qui est assez fragile, assez sophistiqué, il est très subtil, très beau et très fragile. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a pas le contrôle de nos frontières, le contrôle de l'immigration, effectivement des élites qui disent ce que c'est effectivement que le modèle républicain, parce qu'aujourd'hui les gens se plaignent de l'islamisation de notre américanisation, c'est-à-dire qu'on en est à des identitaires qui se plaignent qu'il y ait du quick halal, c'est-à-dire qu'on mette du bacon halal dans le hamburger, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu vois où en est le niveau des élites françaises, c'est se plaindre qu'il y ait du halal dans le hamburger, comme si le hamburger était français. Donc de toute façon, un vrai problème d'élite illégitime en France, qui sont entièrement soumises à la domination mondialiste, qui aujourd'hui s'amusent à montrer du doigt les musulmans, comme le fait Copé, comme le fait l'UMP en ce moment, pour pas que les Français voient quand même que le vrai problème c'est l'économique, et que même si l'islam est un problème, c'est une conséquence de l'économique et de la politique d'immigration, qu'ils ne ralentissent pas, car il faut bien oublier que Sarkozy, il n'y a que les gauchistes pour traiter Sarkozy, si tu veux, d'anti-immigrationniste et de sécuritaire. Sarkozy n'est sécuritaire qu'avec l'automobiliste blanc moyen bourgeois, hein, c'est-à-dire le racket du PV. Il ne fait strictement rien contre l'immigration, c'est une certitude, les chiffres sont... Donc il y a un vrai jeu pervers qui est joué aujourd'hui, validé par la bêtise gauchiste, c'est qu'en réalité la bourgeoisie dominante française, le pouvoir UMP, montre du doigt la conséquence de l'immigration qui est l'islamisation, mais ne fait rien contre l'immigration parce que l'immigration est une logique patronale, comme chacun sait, un dumping social, etc. Donc de toute façon, il faut à un moment donné que des élites légitimes, patriotes françaises reprennent le pouvoir sur ce pays. Effectivement, qu'on fasse une sorte de révolution, pas guerrière, mais une constituante. Et il faut refonder toute la République française, qui est basée sur une succession de décalages progressifs qui fait qu'en fait, il n'y a plus rien de démocratique dans la démocratie française. Donc il faut effectivement qu'on convoque des États généraux, qu'on refasse une constituante, qu'on refasse une constitution, et que la situation soit mise à plat. Évidemment qu'on sorte de l'Europe, mais qu'on ne soit pas les seuls. D'ailleurs, il faut arrêter avec l'Union européenne, arrêter avec l'euro, et effectivement reposer la question nationale, la question identitaire intelligemment, non seulement pour la France, mais en même temps pour la France, l'Irlande, le Portugal, la Grèce, puisque nous avons tous les mêmes problèmes en même temps, et même les pays du Maghreb ont les mêmes problèmes. Donc c'est même pas un problème Nord-Sud, parce que même dans le dialogue Nord-Sud, des nations souveraines européennes, à nouveau souveraines, pourraient discuter avec des nations souveraines du Maghreb, et en arrêtant cette violence et ces inégalités, régler aussi le problème de l'immigration. Les gens du Maghreb n'ont aucune raison de monter en Europe s'ils ont une vie décente chez eux, et ils ont des moyens de prospérer. Donc on voit que le problème est toujours le même. Échapper à la dictature du mondialisme financier, effectivement, qui a créé tous ces problèmes-là, y compris l'immigration et cet islam qui te pose problème à toi. Je ne dis pas d'ailleurs que moi, je ne nie pas le problème, je dis que si on hiérarchise les effets et les causes, si on veut régler ce problème-là qui te gêne, il faut aller travailler par là, c'est ça que je dis, quoi. Sinon, ça consiste finalement à provoquer quelqu'un pour le pousser à la colère, et c'est de l'incitation à la délinquance. C'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, l'UMP, par ses assises sur la laïcité qui sont montrées du doigt le musulman, en fait, c'est de l'incitation à la délinquance. Je trouve ça totalement immature, et en plus, c'est un projet pervers, puisque ce sont des agents du système mondialiste et financier qui n'ont pas les moyens de lutter contre ceux qui les payent, sont mandatés pour désigner un bouc émissaire pour gagner du temps. C'est ça que je veux dire. Et gagner du temps par une logique de violence qui est totalement irresponsable. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que même Marine Le Pen aujourd'hui ne joue plus ce jeu-là, parce que quand on veut incarner un leader national authentique, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Voilà. Et l'incitation à la violence n'est pas le fait d'un extrémiste. Or aujourd'hui, finalement, l'UMP est sur un logiciel d'incitation à la violence. Je ne sais pas exactement le discours de l'UMP là-dessus, mais par exemple, nous essayons aussi de nous battre contre cette emprise quand même du dogme islamique, et là où il n'est pas compatible avec l'état de droit, où tout à coup on demande des cours de disciplines différentes. Donc l'inégalité homme-femme, déjà dès le plus jeune âge, doit être entérinée. Ensuite, par tranche, par morceau, on prend en otage, si on veut, la société civile. Ça, c'est une évolution, évidemment, elle est instrumentalisée, mais elle est quand même réelle. Et on peut quand même simplement dire à ces gens, écoutez, chez nous, il y a une loi civile, elle est au-dessus de n'importe lequel de ces dogmes religieux, quel qu'il soit,
parce que c'est ça qui va garantir l'équilibre et la liberté de chacun de choisir son dogme. Alors, on sait très bien l'apostasie, comment elle est considérée dans l'islam. Ça, c'est quand même un problème inhérent à cette pratique, à ce dogme. Donc là, ça c'est du concret, disons. Maintenant, c'est vrai que c'est instrumentalisé. Par contre, la France, le problème, c'est, j'ai l'impression que Marine Le Pen ou le Front National, actuellement, dans le jeu que je constate, mais ils sont utilisés par le système. Parce que tant qu'on n'a pas changé les règles du jeu, comme tu l'as dit, le système pseudo-démocratique français est totalement antidémocratique. Toute la loi électorale, tout comme c'est construit, au fond, le Front National ne pourra que servir d'épouvantail dans ce jeu-là. Il ne pourra jamais arriver à passer l'épaule. Donc, le jeu, les dés sont pipés avant même qu'on ait essayé de changer quoi que ce soit. C'est pour ça que je te posais la question, mais concrètement, où est-ce que je mets le levier pour essayer de faire basculer la chose dans quelque chose où c'est vraiment le bas de la pyramide qui parviendrait à prendre de l'emprise et amener ses énergies vers le haut, et plus ce haut de la pyramide qui domine complètement le jeu social. C'est ça le problème que je vois pour la France. Voilà, il y a deux questions. Alors déjà, ce que tu fais remarquer sur les revendications islamiques, il faut savoir que sociologiquement, les gens qui ont ce genre de revendications sont une petite minorité des Français qui sont musulmans par culture, voilà. Et ce qui crée, si tu veux, cette provocation et cette incitation à la violence, c'est que les 3/4 des musulmans sont issus des basses classes sociales qui ont un islam, je dirais, du quotidien très discret, qui d'ailleurs avant n'était... Moi, je viens des banlieues des années 60, il n'y avait jamais de voile, etc., etc. Et eux se sentent terriblement blessés qu'on leur reproche d'exiger des choses qu'ils ne demandent pas. Car en réalité, les gens qui demandent des horaires de piscine, etc., c'est des petits groupes très organisés qui sont très minoritaires, mais évidemment, on ne voit que toujours que les petits groupes. Qui sont eux financés par l'Arabie Saoudite, alors voilà, ils n'ont pas de moyens. Souvent, derrière, il y a la logique impériale, ça. Alors que les 3/4 des musulmans ne demandent rien en réalité. Ils ne demandent rien, c'est ça qui est... Et ils disent, mais pourquoi on nous montre du doigt tout le temps? Finalement, on est arrivé ici, on n'avait rien demandé, on nous a fait venir, on n'a fait que bosser, on essaye de payer des études à nos enfants, et il y a un système, un blocage de l'ascenseur républicain aujourd'hui qui est très violent, et en fait, ils ont un sentiment... L'immense majorité de ces braves musulmans ont un sentiment d'injustice incroyable, qui les pousse donc à la colère et à la radicalisation. C'est là où je dis qu'il y a une escroquerie, c'est qu'en fait, si tu fais une sociologie de l'islam revendicatif extrémiste sur un modèle un peu salafiste, et la réalité de la sociologie de ces gens qui sont en France et qui se retrouvent musulmans pour des raisons de tradition culturelle, avec une petite pratique peut-être aussi, parce que vu la déferlante mondialiste et la violence matérialiste, effectivement, il y a parfois un retour à la religion. Mais quand on fait de la sociologie, on dit qu'on n'arrête pas de faire croire que tous les musulmans de France demandent des horaires de piscine, des machins, etc., alors que souvent ils ne demandent rien. C'est-à-dire, les 3/4, ils ne demandent rien, ils rasent les murs, plus ou moins, voilà. Donc, voilà. Mais par contre, évidemment, ceux qui sont délinquants et agressifs, on ne voit que. Quand dans une cité, tu as 2000 mecs dans un immeuble et que tu as 3 voyous, tu ne vois que les 3 voyous. Tu vois, et c'est cette sociologie-là que je demande qu'on fasse un peu, parce que voilà, ça crée de la violence. Sinon, pour parler du Front National, évidemment, que dans le système tel qu'il est, on voit très bien que le jeu que veut le système aujourd'hui, moi je l'ai dit, c'est mettre Marine Le Pen face au candidat du système, que ce soit Strauss-Kahn ou Sarkozy ou Fillon si Sarkozy est trop démonétisé, parce qu'effectivement il fera gagner celui qui est en face, on le sait. Mais moi ce qui m'intéresse, parce que je fais ce que je peux, c'est d'essayer d'amener, je l'ai fait au Front National, un discours beaucoup plus cohérent et intelligent qui était celui de Le Pen à l'époque, qui était libéral parce que pour la liberté, enfin tu vois, c'était une espèce de gloubi-glouba idéologique assez peu cohérent. Et moi, je pense avoir la fierté d'avoir amené des idées sociales au Front National que Marine porte aujourd'hui, c'est-à-dire désigner du doigt le mondialisme financier, etc., plutôt que s'attaquer à l'immigré, je veux dire, qui est un effet et non pas une cause, voilà. Et effectivement, si à un moment donné, ce mouvement qui est structuré en France, qui est un mouvement nationaliste, qui s'appelle le Front National, avait une idéologie de combat très cohérente, habite dont le bréviaire, et enfin mon livre, il y a tout dedans, voilà, il y a tout dans mon bouquin, et ben, que ce parti monte, même s'il perd la présidentielle, monte à 35%, parce qu'elle peut faire 35% au deuxième tour, prouverait quand même par les voix démocratiques, même les plus pipées, qu'un tiers des Français sont sur une ligne précise. N'oublie pas qu'il y a les législatives en même temps maintenant que la présidentielle. Ça amènerait sans doute une espèce de vague avec des députés, et je pense qu'à un moment donné, ce verrou, on pourrait le faire péter. De toute façon, soit on fait péter le verrou par les moyens de la démocratie, effectivement c'est un jeu très inégal, parce que c'est fait pour que tu gagnes jamais, mais de toute façon, l'alternative à ça, tu le sais très bien, c'est le chaos total, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va toucher le fond totalement au niveau de l'aggravation de la crise économique, et on sait aujourd'hui que les nouveaux produits financiers qui arrivent, notamment de JP Morgan, qui est la spéculation sur les matières premières alimentaires, risquent de faire multiplier le prix de la bouffe d'un tiers ou d'un demi en France, alors que le chômage augmente, et que la vie se précarise, et que tout est plus cher, l'énergie, les loyers, etc. Donc de toute façon, ça soit ce qu'on appelle un atterrissage en douceur et un processus
par la démocratie, où il y aura un changement de pouvoir qui s'opérera, soit on sera vers un moment donné quelque chose qui est assez dans la tradition française, quelque chose de violent, fondé sur la souffrance insupportable du peuple de France et la crise. Et malheureusement, je pense que l'oligarchie le sait, et que toute sa stratégie aujourd'hui, c'est ne pouvant pas empêcher cette colère, et cette colère étant légitime, de la dévier sur la question, on va dire, ethno-confessionnelle, tu vois, de faire de l'islam l'enjeu de la crise, alors que ça doit d'abord être un problème, un enjeu économico-social. Et d'ailleurs, dans les sondages, les Français ne sont pas si bêtes, ils mettent la question économique en numéro 1, et la question de l'islam qui se la pose, ils la mettent en 3, 4 ou 5e position, jamais en premier, voilà. Donc moi, je demande juste qu'on hiérarchise correctement les problèmes, voilà, c'est tout. Et je dis que quiconque ne parle que d'islam toute la journée est un salopard, pour moi, parce qu'en fait, il va vers le conflit stupide et inefficace, parce que s'il doit y avoir conflit, il faut que ce soit un conflit qui permette une révolution réellement nationale et sociale, et non pas un conflit qui fasse une guerre civile, une guerre de religion en France. On a l'expérience de savoir ce que c'est que les guerres de religion, on a l'expérience du Liban, et c'est une très mauvaise solution. C'est pour ça que moi je suis anti-islamiste, non pas parce que je suis fasciné par l'islam ou quoi que ce soit, je ne suis pas musulman, je ne me convertirai pas à l'islam comme certains guignols que je connais qui ont annoncé leur conversion, je trouve ça stupide. Les musulmans ne m'ont jamais demandé de me convertir, jamais en plus. Simplement, je dis, j'essaye d'être j'aime pas ce mot, mais un intellectuel honnête, et de faire une analyse en serriant les problèmes et en les hiérarchisant honnêtement. Je pense aujourd'hui qu'il y a des agents impériaux qui sont payés exprès pour ne pas bien faire la hiérarchie, parce qu'on voit très bien que quand on tient un certain discours, on passe plus facilement dans les médias que d'autres, et je vois notamment qu'Éric Zemmour passe beaucoup mieux dans les médias que moi, alors qu'il dit presque comme moi, sauf qu'il est un peu moins précis sur certains sujets auxquels il ne connaît rien, parce que j'ai parlé avec lui, il ne savait même pas la différence entre chiites et sunnites. Donc voilà, et je remarque que le système te coopte d'autant plus que tu es un peu caricatural et bébête sur la question de l'islam, alors que si tu te permets les mêmes caricatures sur la question sioniste ou la question juive, alors là je peux te dire qu'on te remet, tu as injonction à la complexité immédiatement. C'est-à-dire qu'on a le seul domaine où on a le droit d'être caricatural, stupide, épais et lourdingue, c'est l'islam. Sur tous les autres sujets, on t'enjoint à faire très très attention, tu vois. Donc je demande finalement qu'on soit aussi précis et rigoureux et prudent sur la question de l'islam que sur la question du sionisme, déjà. Ça serait déjà honnête, voilà. Alors, petite précision, Alain Soral a 10 minutes d'avance, donc... voilà. Je commence à... Et il a 10 minutes de retard. J'ai parlé plus que lui? 10 minutes de plus. J'ai parlé 10 minutes de plus que lui? J'ai même pas eu ce sentiment. C'est pas... Non, mais bon, on peut y aller, quoi. Non, mais c'est parce que j'ai à un certain moment posé aussi des questions, donc c'est automatiquement, je lui ai lancé la balle, donc c'est certain. Bon, si on veut sur ce... je constate par exemple qu'actuellement, en tout cas les Tunisiens qui cherchent à venir à Lampedusa, tout ça, ils sont souvent habillés en Armani et puis ils n'ont pas l'air de... Donc il y a quand même un appel évident de la société européenne, avec aussi tout un système social extrêmement accueillant. Et puis ensuite on a tout le problème des regroupements de familles. Donc dans le vécu, dans le quotidien, quand on voit par exemple les 300 000 Marocains qui en Hollande, je connais un peu le chiffre, parce que j'y étais, puis j'ai discuté avec les responsables, vous avez 70% de ces gens-là qui sont en assistance sociale, c'est un problème, c'est une bombe, ça. Et le gars qui va bosser tous les jours, qui paye ses impôts, puis qui doit ensuite essuyer les plâtres, ça, en dehors maintenant de toute l'analyse qu'on a fait sur les raisons, pour qui organise ça, pour quelles raisons, etc., il y a quand même une réalité que les gens vivent, et les gens, ils sont comme ils sont. Faire une politique pour un être humain tel qu'il n'existe pas, tel qu'il a été idéalisé, un modèle abstrait tel que par exemple le communiste l'a produit. On produit un être humain qui n'est que solidaire, qu'ouvert au monde, que gentil, que citoyen du monde, que ceci, que cela. Il n'existe pas. Moi, j'en rencontre quasiment jamais des gens comme ça. Les gens, ils sont parfois des fois égoïstes, ils regardent d'abord leur vie à eux, ils sont des fois nobles, des fois pas, ils sont jaloux, pas. L'être humain est tel qu'il est, le mal et le bien, c'est pas les gentils ici, les méchants là, ça je suis d'accord, il n'y a pas ce manichéisme là, c'est idiot. C'est dans chacun d'entre nous, ce mal et ce bien. Et c'est là où je pense que le collectif, avec le système qu'il met en place, peut favoriser l'essor d'énergie positive, ou alors favoriser l'essor de situations conflictuelles ou d'énergie négative. Et ça, on peut le déterminer. Mais ensuite, il reste toujours le libre choix des individus. Ça, et le bien et le mal, c'est en nous. Et la révolution, c'est en nous. Les seules révolutions qui comptent vraiment.
moi, je vois pourquoi maintenant je me déplace. Je suis ici à Paris, je vais aller à Munich prochainement. J'étais invité, j'étais une fois à Dresde, il n'y a pas longtemps, Bruxelles, etc. Je me déplace. Souvent, et je reviens à ça, on me dit, mais il faut que le peuple puisse reprendre un peu la main. Et là, il nous faut de la démocratie directe. C'est ça le souhait, et c'est là où les gens viennent assez nombreux hier. Et nous, 250 personnes dans la salle, les gens viennent assez nombreux pour écouter ça et s'inspirer, essayer de voir, mais comment est-ce qu'on pourrait introduire ça chez nous? Le problème, c'est où est le levier pour introduire une telle chose en France actuellement? C'est horriblement difficile. En Allemagne, c'est un peu plus facile parce qu'ils peuvent au moins s'attaquer au niveau des Länder, c'est fédéraliste. Donc ils ont des leviers régionaux, et une fois qu'ils auront pris un certain essor à ce niveau-là, ils pourront passer à l'échelon supérieur. Ils ont encore en Allemagne de l'Est le problème du NPD, ça c'est les néo-nazis. Alors là, ça c'est clair qu'on est hors du jeu de l'état de droit, et ça pour moi c'est la limite de toute ma démarche. Donc dès le moment où où on quitte les règles, et de nouveau, l'être humain n'est plus qu'un instrument, n'est plus une fin en soi. Alors donc, et ça, c'est la différence entre l'état de droit et une notion d'empire, hein, puisque tu parles ici de l'empire, c'est que l'état de droit fait de sorte à ce que la vie, les droits individuels, la dignité de chaque individu ne soit pas à disposition, même de l'État ou de tout. Il n'est pas à disposition, et c'est la même loi qui règne qui gère les choses pour tout le monde sur ce territoire donné qui est l'État-nation. L'Empire, il a des cercles concentriques. Les Américains, c'est des cercles concentriques. Il y a le pays, le noyau, lui, il est démocratique. Quand même, fonctionne de manière démocratique. On a certaines similitudes entre le système américain, par exemple, et le système suisse. Après, il y a une zone grise. C'est mezzo, c'est un peu l'état de droit, mais à géométrie variable. Et puis après, il y a la zone de guerre. Alors ça, c'est ce que les Américains, par exemple, ont établi. Mais ça existe pour d'autres empires, c'est général. Les communistes, hein, du temps de l'URSS, fonctionnaient de la même manière. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est pour cette raison que moi je veux revenir à l'État-nation, donner ces lettres de noblesse à l'État-nation, en tant que force intégrative, de force de noyau culturel. Mais pour ça, il faut justement, tu parlais de ces élites marxistes de l'éducation nationale, ce fameux socio-constructivisme. Oui, trotskistes même, socio-constructivistes. Ils ont essayé aussi en Suisse, à certains endroits comme au canton de Vaud, à Genève, ils ont introduit des réformes scolaires de ce type-là. Ils ont foutu en l'air toute la qualité de l'école. Ils sont en train de revenir maintenant à de nouveau réintroduire des notes, hein, à une certaine sélection, dire enfin, il y a un bon travail mérite d'être reconnu comme étant un bon travail, un mauvais travail, ben voilà, il est sanctionné. En Valais, on n'a pas fait ces réformes, donc on a mieux résisté, mais c'est là qu'on crée ces gens qu'on va ensuite pouvoir manipuler au maximum. Et là où il y a une erreur de la droite, si maintenant je reviens quand même sur ce concept droite-gauche, en définissant ça de manière suivante, plus on va à gauche, plus on se dit que c'est l'État qui doit tout régler. Et moi, je vais plutôt à droite, sans aller à l'extrême droite, en disant l'État doit fixer un cadre dans lequel l'être humain peut développer sa responsabilité individuelle. Il doit quand même, lui, pouvoir avoir une marge d'action et une liberté de manœuvre, mais l'État doit fixer un cadre pour ça. Voilà, bon, après, on peut discuter. Alors là où la droite a fait une erreur depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils se sont dit non, on va s'occuper des choses sérieuses. Je prends pour la Suisse, en tout cas, c'est flagrant. On va s'occuper de l'économie, des finances, ça c'est sérieux. Ça c'est directement de l'argent, c'est du substantiel. Par contre, l'éducation on laisse à la gauche, la culture on laisse à la gauche, les médias on laisse à la gauche, le social on laisse à la gauche. Ah, mais c'est tous des endroits où les gens, on peut les rendre dépendants, où ils sont dépendants, et par force de cette dépendance, on va pouvoir les manipuler plus facilement. C'est qu'on a carrément donné à la gauche la possibilité de complètement formater les cerveaux, que ce soit à travers l'éducation, les médias, la culture, etc. Ça c'est une grave erreur qu'on a faite. Je ne pense pas que ce soit une erreur, je pense que c'est un projet de domination, c'est ce qu'on appelle le libéralisme libertaire, c'est-à-dire la droite impose une certaine violence économique, et la gauche fait en sorte de détruire toutes les capacités de résistance à cette violence économique qui étaient avant les humanités, et qui les humanités d'ailleurs qui étaient les humanités chrétiennes. Et ça, c'est ce que décrit très bien Michéa, c'est ce que Christopher Lasch a décrit très bien dans la société américaine des années 60, avec la trahison des élites, etc. Effectivement, que la gauche sociétale est au service de la droite d'argent. En réalité, elle marche la main dans la main, parce qu'en fait,
cette destruction de la morale favorise en fait l'extension de la logique néo-capitaliste. Et en fait, Cohn-Bendit détruit la morale en se moquant de la morale de papa, du catholicisme, etc., de la nation. On va toujours dire que c'est la destruction, c'est la même chose. Tout ce qui est sacré doit être ridiculisé, tout ce qui est respect de la hiérarchie doit être ridiculisé, et tout ce qui est nation doit être ridiculisé. Et derrière, ça fait le jeu du capitalisme mondialisé, qui aussi a les mêmes ennemis. La nation est son ennemi, la culture est son ennemi, la culture authentique, parce que tout ça, c'est des freins de résistance à la domination de la marchandise. Hein. Et en fait, tout ça, c'est la logique libérale, telle que je l'explique comme projet philosophico-économique, qui est effectivement la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins du marché, dans le but de maximiser le profit. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, ce que tu faisais remarquer, c'est pourquoi la droite a laissé à la gauche, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé, mais il y a une vraie intelligence perverse au-dessus, qui est d'ailleurs peut-être inconsciente, hein, c'est ce que je disais, l'intelligence bourgeoise excède de beaucoup l'intelligence du bourgeois, ça s'appelle le système libéral libertaire, qui a été mis en place en France à partir de mai 68, et il y a beaucoup à voir aussi aux États-Unis avec les néoconservateurs, qui sont des trotskistes issus de la gauche, qui sont passés à une certaine extrême droite, on voit bien, avec souvent d'ailleurs une forte composante communautaire, hein, il ne faut pas le nier aussi. En fait, c'est le système pervers dans lequel nous sommes. En fait, la gauche sociétale et la droite sociale, c'est-à-dire la droite d'argent, marchent la main dans la main en réalité, et en fait elle constitue un noyau dur de domination idéologique, et nous sommes tous à la périphérie en train de résister, mais comme nous résistons à la périphérie, parfois nous sommes aussi historiquement des ennemis, c'est-à-dire que finalement le vieux communiste anti-trotskiste, qui est finalement un national aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux, se retrouve finalement allié avec le catho d'extrême droite. Enfin, ils ont le même ennemi, mais ils ne peuvent pas se parler, ils se haïssent. Et c'est pour ça que le système est très pervers dans sa domination. C'est qu'il a des ennemis communs, mais qui historiquement sont faits pour se haïr. Et moi, pourquoi j'ai fait mon truc qui s'appelle Pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs, c'est que si nous voulons lutter contre cette domination, qui est une alliance de la gauche sociétale et de la droite d'argent, il faut créer l'alliance symétrique, c'est-à-dire de la droite des valeurs et de la gauche sociale. Et c'est ça que j'appelle la réconciliation nationale. C'est pas seulement les Français de souche avec les bons musulmans, c'est aussi une certaine droite des valeurs, j'appelle la droite des valeurs, le respect de la hiérarchie, les parents, une bonne note c'est mieux qu'une mauvaise note, enfin on sait ce que c'est que la droite des valeurs, savoir avec le sacré, avec le fait que tu dois rendre des comptes à Dieu pour les religieux, etc., qui a une morale transcendante. Et puis aussi la gauche sociale, c'est-à-dire que la politique soit faite par des élites, mais dans l'intérêt du peuple. Et moi, tout mon travail politique, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas fait cette jonction de ces gens qui ont été élevés pour se détester, notamment élevés pour se détester par ce qu'on appelle l'antifascisme, qui est aujourd'hui un antifascisme sans fasciste, hein, c'est pour monter finalement cette droite des valeurs contre cette gauche sociale, et tant que c'est comme ça, de toute façon le système règne, puisqu'il n'a aucun ennemi organisé suffisamment, qui réalise la masse critique. Et ce système s'appelle le libéralisme libertaire, il a été théorisé par des intelligences françaises comme Michel Kluska, etc. Et j'en parle pas trop dans ce livre-là, mais dans mes livres d'avant, et il faut que vous vous éveillez à cette perversité libérale libertaire, parce que tu verras que c'est pas un hasard si finalement la droite d'argent laisse la gestion des enfants et de la culture à la gauche libertaire. Hein, c'est fait exprès. Je constate ça d'ailleurs au Parlement fédéral, où les fronts sont assez intéressants sur les questions de société. La droite libérale radicale, chez nous il s'appelle aussi, c'est libéral radical, est souvent alliée à la gauche. Et puis il y a les démocrates chrétiens, donc l'aile droite en tout cas des démocrates chrétiens, et l'UDC qui sont les souverainistes ou le parti patriote, qui se retrouvent dans le même camp, mais on est minoritaire par rapport aux l'autre groupe. L'autre groupe est au Parlement à la majorité, ça c'est très clair. Puis ensuite ce qui est intéressant alors, c'est le nouveau, parce que les fronts sont en train de ce front qui était très définissable jusqu'à il y a quelque temps est en train d'être assez flou ou changeant, fluctuant. Par exemple, sur les questions de l'agriculture, alors on trouve tout à coup une alliance du parti de patriotes souverainistes qu'est l'UDC avec, étonnamment, les écologistes. Parce qu'eux aussi, tout à coup, ils se rendent compte que bon, l'agriculture industrialisée de l'Union européenne, c'est peut-être pas le modèle à suivre. Nous, on a une agriculture intégrée, coûte un peu plus cher, mais par contre, on a la traçabilité des produits, on a une certaine qualité, aussi, et on a encore des exploitations paysannes qui, bon, c'est pas facile pour eux non plus, mais quand même, on essaye de maintenir ça encore, une certaine souveraineté alimentaire, c'est ça l'idée. Et là, tout à coup, les Verts, liés à l'UDC, ce qui paraît complètement absurde, mais quand on voit le contenu, ça marche. Si les gens arrivaient de plus en plus à faire abstraction des étiquettes, par exemple, si on prend la discussion entre toi et moi aujourd'hui, toi tu viens traditionnellement plutôt du marxisme, moi je viens sensiblement en tout cas de la droite, très clairement de droite. Je
j'aime pas tellement extrême droite parce que tout de suite, évidemment, on essaye de nous cataloguer en tant que fascistes et je ne sais quoi. Alors tout mon discours est antifasciste, antitotalitaire de A à Z. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Enfin, on essaye de nous mettre dans ce qu'on a pour nous discréditer. Et on s'aperçoit qu'on a des points de convergence évidents, sur l'analyse en tout cas. Après, discuter des moyens, il n'y a pas de moyen global. Je pense qu'il y a des moyens adaptés à chaque logique nationale. Mais ma conviction profonde, c'est qu'avant qu'en Europe on puisse retrouver quelque chose qui soit digne et responsable, il faudra vraisemblablement que l'Union européenne vole en éclats. Il faut attendre peut-être la prochaine crise financière, ça va commencer par l'euro qui va piquer du nez. Et suite à ça, je pense que tout à coup les pays vont vouloir retrouver leur liberté d'action. Et on pourra à ce moment-là, peut-être dans les différents pays, selon leur logique nationale, retrouver une diversité politique, celle qu'on essaye de défendre d'ailleurs dans le domaine biologique. La diversité biologique, on défend ça, on défend la diversité dans tous les domaines, culturels. La diversité politique aussi, c'est quelque chose à défendre. C'est pour cette raison que je défends le modèle suisse qui est unique au monde et qui vraiment fait tâche au milieu de l'Europe. Et c'est pour cette raison que tellement l'Union européenne, des types comme Reiterer aimeraient effacer ça. Mais c'est un dernier reste de diversité politique. Donc, quand on nous dit non, mais il faut adhérer à l'Union européenne, comme ça, on pourra de l'intérieur influencer le système dans l'autre sens. Non, mais attends, on rentre dans le système, on est obligé de le détruire parce que 85% des lois nous sont dictées par Bruxelles. Qu'est-ce que vous faites encore? Voter aux gens? C'est fini. Donc c'est plus qu'un gouvernement fantoche qui fait semblant de diriger sur des restes de pouvoir presque insignifiants. Voilà un peu la situation. On en est où là? Alors au niveau du temps, Alain Soral a toujours de l'avance. Ouais, ça c'est pas grave, on s'en fout. 3-4 minutes pour conclure, en théorie. Après vous faites comme vous voulez. On va conclure gentiment. Il reste 7 minutes pour conclure. Ouais, bon. Alors, à toi. Alors, oui, on voit bien, effectivement, on met le doigt dessus, qu'aujourd'hui les alliances concrètes se retrouvent de plus en plus croisées, c'est-à-dire qu'effectivement des gens qui, soi-disant, ont été décrétés comme de gauche et de droite et opposés notamment par ce qu'on appelle le diktat antifasciste, qui est un truc qui n'a rien à voir avec le fascisme, mais qui est un moyen de diviser pour régner aujourd'hui. Là, on est dans un antifascisme sans fascisme, nous empêche effectivement ces alliances. On le voit très bien en France par rapport au niveau local, souvent le Front National est d'accord avec les communistes, parce qu'en fait ils incarnent les intérêts du petit peuple, et à chaque fois ils ont le PS et l'UMP contre eux, au nom de valeurs soi-disant de l'antifascisme, qui, au nom de ces valeurs vides, en réalité, imposent systématiquement finalement des politiques antisociales. Et donc déjà de prendre conscience de cette mascarade antifasciste, qui au niveau de la rue d'ailleurs c'est la manipulation des petits cons de l'extrême gauche qui sont toujours en train de te traiter de populiste, de traiter de petit bourgeois, etc. et qui font finalement un travail d'idiot utile pour la domination. Là il y a un vrai boulot. Et on voit bien d'ailleurs que cet antifascisme aujourd'hui, son contenu, c'est de plus de lutter contre le fascisme, mais de lutter en fait systématiquement pour le métissage, contre la frontière, donc tout ce qui en fait favorise la domination oligarchique mondialiste, et notamment là où ils sont pris à leur propre piège, c'est que ces gens-là font l'éloge de la différence, soi-disant, etc., mais produisent dans les faits, valident non pas la fraternité des peuples, ou les échanges culturels, ce qui est très appréciable, mais en fait une destruction de toutes les identités culturelles par ce que j'appelle la logique du melting pot, ce qui a à voir avec Babel et avec dans la Genèse, effectivement, l'histoire de la tour de Babel, c'est-à-dire un individu mondialisé qui est en fait un type soumis à la world culture, en général en streetwear, et finalement c'est à ça qui mène, qui est la destruction de toutes les entités, qui d'un point de vue effectivement écologique, serait la pire chose normalement qu'ils ont identifiée, c'est-à-dire la tomate, je sais pas qui a écrit à la lumière là, c'est... Je sais pas. C'est pas grave, ça fait... Tu vois, tu sais qui serait la tomate, la tomate calibrée unique. Si ça se trouve, il y a quelqu'un en haut qui a appuyé sur un bouton sans le faire exprès. Il y a peut-être un pétage de plomb aussi. Il n'y a pas de raison, je pense. Bon, bah merde, on était juste presque... Ah oui, parce que ça a coupé aussi sur la caméra, oui. Ah bah là, c'est... Oui, non, c'est obscur parce qu'il n'y a plus de lumière. Ah oui, non, mais ça prend encore le son. Ouais. Non, mais bon, dans un débat comme ça, on se rapproche, on commence déjà à poser des problèmes concrètement. Tu vois, alors qu'au départ, le principe, c'est lui, c'est un con de droite, moi, je suis je sais pas trop quoi, un con de gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Débrancher quelque chose? Rien du tout, on n'a rien touché. Bah, tu fais une pause, là, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ben, on va faire une pause sur Tu couperas, tu... Ouais, bah oui. C'est intéressant, là, du coup. Mais
dans une discussion sérieuse et honnête, on arrive à Le débat ici, il est totalement différent que la même. Si j'appuie là, c'est pour toi, non? Oui. Alors là, tu passes la parole si t'appuies. Bah attends, je finis ce que j'avais à dire. Ce que tu avais à dire. C'est Oscar qui doit appuyer sur ça. Ouais, c'est bon, moi j'appuie, c'est bon. Voilà. Vas-y. On se rend compte que donc tout le système de domination, c'est de prétendre que nous serions opposés en tout, alors qu'en fait, on est à peu près d'accord sur le constat. Oui, hein. tout à fait. Après, il y a des problèmes à gérer. Je fais remarquer d'ailleurs que souvent, toi, tu fais des associations un peu automatiques. Par exemple, tu dis, il y a le problème des Marocains, effectivement, en Hollande. On associe systématiquement islam, immigration, délinquance. Moi, je défends les musulmans pour des raisons morales, mais je suis anti-migrationniste intégralement. Et aujourd'hui, les musulmans qu'il y a dans mon association sont contre l'immigration. Ils sont des Français de confession musulmane. Ils sont absolument contre l'immigration, qui est une catastrophe. Et ils sont contre la délinquance. Le scandale, c'est que les petits gauchistes aujourd'hui défendent le musulman, la délinquance et l'immigration en faisant exprès d'associer les trois de façon perverse. Et un musulman authentique te dit, attends, moi je suis français de confession musulmane, je suis contre l'immigration, qui est une catastrophe pour le pays, je le sais très bien. Et puis moi en tant que Français musulman, je suis absolument contre la délinquance. Et voilà. Et qui fait cette association systématiquement en prétendant aider les musulmans de façon très basse? Les gauchistes. En réalité, ce sont soit des salopards, soit des imbéciles. Voilà. Absolument. Parce que même les flics sont trompés. Bah c'est pas grave, on finit sur la batterie là, on est sur la batterie. Alors je confirme ce que tu dis. Je terminerai, donc oui, on a appuyé. Je confirme, c'est que, par exemple, mon parti, la section valaisanne de l'UDC, c'est le parti en Valais qui a le plus grand nombre de membres étrangers, voire de membres issus d'immigration. Donc je suis moi-même moitié immigré. Donc c'est ces gens qui nous disent, mais on est venu en Suisse parce que c'était pour nous le modèle de société idéal dans son fonctionnement. C'était pour nous un rêve, ok. On participe maintenant à ce système et on voit que l'immigration en masse qu'on connaît maintenant fait venir des gens qui, eux, ne sont pas du tout d'accord de jouer ce jeu-là. Et on a honte de nos co-religionnaires ou de nos compatriotes qui vendent la drogue à haute dose dans les rues, etc., ou de cette criminalité importée, et c'est eux-mêmes qui se défendent là contre. Donc les immigrés, pas les Suisses de souche. Donc on a beaucoup plus de réactions à ce niveau-là. Je terminerai en ce qui me concerne sur la notion de frontière. Et ça, c'est vrai que ça a été un des thèmes majeurs dès mai 68. On a dit éliminons les Alpes, vue libre sur la Méditerranée. Or moi, je vis dans les Alpes et je sais que cette limite, cette frontière, d'abord, la montagne, ça représente une élévation possible. Il faut faire un effort, il faut se dépasser soi-même pour aller vers quelque chose. Et qu'est-ce qu'on rencontre au sommet d'une montagne? Pourquoi j'y monte tout le temps? Parce qu'on se rencontre finalement soi-même. Donc c'est comme au 9e cercle du paradis chez Dante, l'homme retrouve l'image de lui-même, l'homme se retrouve lui-même. Donc c'est exactement ça. La frontière, c'est vrai, c'est ce qui sépare. Mais en séparant, c'est aussi un lieu de passage. Parce que c'est toujours double, les symboles sont toujours doubles. Et c'est ce qui permet de séparer ce qui est différent et de permettre à ce qui est différent d'entrer en contact. Voilà la frontière. L'élimination de la frontière, eh bien, c'est l'avènement de l'éternel même, c'est le meurtre, par définition, de toute tolérance, parce que, franchement, être tolérant face à son reflet dans le miroir, n'importe quel couillon arrive à faire ça. Donc, c'est quand l'autre est différent, qu'il a une pensée différente, qu'il a des racines, des cultures différentes, qu'il est intéressant en tant que partenaire de discussion, et que dans cette différence mutuelle, avec la frontière qui garantit à chacun sa dignité, un échange réel est possible et un enrichissement mutuel. Et c'est là où je suis un grand défenseur de la diversité, mais la diversité toujours gérée d'une manière à ce qu'elle ne tue pas, justement, elle ne se tue pas elle-même. Or, le melting pot, là, cette McDonaldisation culturelle qu'on connaît actuellement, si c'est ça l'avènement de la nouvelle culture, mais c'est un brouet absolument insipide, donc ça ne peut pas être le but qu'on poursuit. Donc moi je suis un défenseur, voilà, la lumière revient, Fiat Lux. C'est comme pendant la guerre, tu sais, les bombardements. On est presque sous les bombardements dans notre bunker. Donc la frontière, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. Ce n'est pas un mal, c'est un mal si ça entoure un goulag, c'est un bien si ça entoure un espace de liberté. Et c'est par exemple en Suisse, on a un espace de liberté protégé par une frontière qu'on est en train d'essayer de mettre à mal. Moi je suis pour rétablir des contrôles, pour rétablir un semblant de frontière qui soit réellement une frontière, parce que c'est ce qui va nous permettre non seulement de nous protéger, mais d'entrer en contact avec l'autre, le différent, qui est autour de nous et qui lui aussi a sa frontière, lui aussi il y a entre nous une sorte de zone invisible qui ne t'appartient pas, qui ne m'appartient pas, et qui fait que c'est pas matière contre matière qui s'affrontent, où généralement la matière la plus forte écrase la plus faible. Il y a une dignité, un espace qu'on pourrait dire spirituel, je ne sais pas comment on peut le définir, qui appartient à Dieu.
J'ai un exemple, ça c'est un auteur suisse qui s'appelle Gottfried Keller, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Roméo et Julia dans le village, où en fait il y a deux paysans qui ont un champ et qui est séparé par un champ qui reste en friche parce que le propriétaire ne peut plus être défini, etc. Et ces deux paysans vivent en très très bonne intelligence, et cet espace au milieu qui n'est pas cultivé, où les enfants jouent, etc., c'est un espace qui n'appartient à personne. Et un jour, cet espace va être en vente. Et un des paysans arrive à miser plus que l'autre. Et tout à coup, les deux terrains se touchent. Et c'est la déchéance des deux paysans parce qu'ils vont se ruiner complètement en procès, en conflit, etc., etc., parce qu'ils n'ont pas laissé cet espace, ce champ appartenant à Dieu, quelque part, ce champ de Dieu, la Gottes Acker, comme ils disent en allemand, et c'est l'affrontement matériel et la destruction finalement des humanités et des deux individus. Voilà, bon, c'est pour cette raison que la frontière, c'est quelque chose qu'il faut soigner, mais intelligemment, bien sûr. C'est fini là? Pour conclure, éventuellement, Tout le monde est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, quand tu te promènes au Maghreb et que tu parles avec des Algériens, des Marocains et Tunisiens, ils sont tous nationalistes, ils sont tous pour la frontière. Les Algériens se plaignent aujourd'hui des Chinois, ils sont contre l'invasion des Africains. Les seuls qui n'ont pas le droit d'avoir le droit à la frontière, c'est les Français aujourd'hui ou les nations européennes. Et cette interdiction leur est imposée par le mépris, par leurs propres élites, et les gauchistes, toujours la main dans la main. Et si tout le monde a bien compris, que la frontière, ça voulait pas dire la frontière fermée, c'est une porte, par définition, ou une fenêtre que tu peux ouvrir ou fermer. Ça marche aussi pour le protectionnisme économique raisonné. Quand Emmanuel Todd dit qu'il faut des frontières pour pouvoir avoir des variables d'ajustement qui soient pas uniquement les salaires et pas uniquement le chômage. En réalité, tout le monde peut comprendre ça. Et tu as tout de suite l'agent impérial qui fait l'imbécile, que ce soit Alain Minc ou un crétin de gauchiste, fait « Ouais, vous êtes pour le ghetto, l'enfermement, etc. » Tout le monde a bien compris que pour pouvoir voyager, il fallait que l'étranger existe, que c'est pas drôle de faire 10 000 km pour passer finalement d'un McDonald's à un autre, et que là-dessus, en fait, tous les peuples du monde sont d'accord pour aimer leur pays, aimer rencontrer les autres, voyager et aimer les échanges, et que ce qui leur fait peur, et ce qui fait peur à tout le monde, sauf à la domination mondialiste de cette petite oligarchie nomade, etc., effectivement, c'est le melting pot, ce qu'on appelle l'ilotisme, qui d'ailleurs est très bien décrit dans les textes sacrés, les textes classiques, qui est d'ailleurs quelque chose de satanique, et qui amène un châtiment divin. Je veux dire, voilà, Babel, l'ilotisme, c'est pas... Alors par contre, dans la maçonnerie, c'est un projet positif, c'est ça qui est bizarre, mais dans les textes sacrés traditionnels, monothéistes, c'est considéré comme, comment dirais-je, quelque chose d'infernal, comme c'est lorsque l'homme se prend pour Dieu. Voilà, se prend pour Dieu, et ça finit mal. Et de toute façon, ça finira mal. Voilà, c'est clair. Moi, je finis là-dessus. Peut-être dernière conclusion, parce que tu as un peu de retard. Mais... j'espère que... En tout cas, je trouve que notre discussion, elle finit bien. La lumière a été rétablie. On arrive à une conclusion qui est intéressante sur la notion de frontière. Oui, qui redevient quelque chose d'acceptable, et non seulement d'acceptable, d'absolument nécessaire. Nécessaire, c'est comme la peau est nécessaire en tant que zone frontière entre moi et le monde extérieur. C'est pas imperméable la peau, mais ça protège quand même. Voilà. Et ça protège les petits d'ailleurs. La frontière protège les petits contre les gros, toujours, pas l'inverse. C'est pour cette raison que les États-nations, dans leurs frontières historiques, avec leur histoire et leur culture, il faut absolument que ce soit rétabli dans sa valeur, sans exclusion des apports extérieurs. Donc, comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, on y est en plein. Sauf si c'est la gouvernance globale par la révolte des nations contre les... Nous, on a essayé d'ironiser, parce que c'est pas un coucou suisse, c'est la boîte aux lettres de Cipolla à Sarriette. On a essayé de faire un clin d'œil. Si on a mis cette photo, c'était plutôt humoristique en disant Oscar les minarets. Pourquoi? Parce que ce vote, c'est pas tellement parce que le problème de la pratique religieuse musulmane en Suisse n'a pas changé depuis ce vote. Donc ils font les mosquées, les lieux de prière, etc. Il y a simplement eu un signal de la société civile à un certain moment, et surtout une révolte contre les élites qui voulaient dicter au peuple ce qui est politiquement correct, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Et là, le peuple s'est révolté, quand même 57,8%. Avec un petit groupe, on n'était que 4 à lancer cette initiative, on était très très peu nombreux, mais grâce à la démocratie directe, on a gagné contre tout l'establishment, mais toutes les religions, toutes les églises étaient contre, l'establishment politique, les finances, l'économie, on était seuls. Et puis il y a juste un parti qui ensuite a donné un mot d'ordre positif, parce que j'en suis membre et puis que j'ai défendu cet objet, mais ça c'est la démocratie directe. Et l'enjeu de cette démocratie directe, c'est qu'à un certain moment, le peuple, il a le droit de ne pas être d'accord avec ses élites. Il peut voter librement selon sa volonté.
C'est l'exemple ici que la Suisse a donné à l'Union européenne. La seule chose que je déplore dans cette histoire, c'est qu'on a retenu de l'UDC, on a retenu de ton travail au niveau des médias dominants qu'une lutte contre le minaret. C'est ça qui est, c'est la seule chose qui me gêne, c'est ça, c'est qu'à chaque fois l'instrumentalisation, c'est que aujourd'hui on est d'accord sur 90% en gros des choses, et la seule chose que retient le média dominant, c'est Soral le pro-musulman et toi l'anti-musulman. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la question. Et l'idée, c'est refusons ensemble de nous laisser réduire à ça, parce que c'est ça qui m'insupporte moi. C'est en ça que je disais que j'aimais pas ces affiches, etc. à cause de ça, parce que ça, effectivement, le système se réjouit de ce genre d'opposition frontale, etc. Et moi, je le fais remarquer, les musulmans de mon association ne veulent pas de minaret. Ils n'ont pas besoin de ça pour pratiquer leur foi. Et ils savent très bien que la revendication du minaret est un piège extrémiste et pour les foutre dans la merde. Et que eux ont l'intelligence, mais tu remarqueras que ces musulmans intelligents ne leur donnent jamais la parole. Jamais. On te montre toujours l'imam de Nantes avec 4 femmes, qui est un délinquant multirécidiviste et qui est un indicateur de police notoire. Tout le monde le sait dans la région. J'étais à Nantes la semaine dernière, et il n'y a que lui qu'on voit à la télé. Alors, évidemment, quand tu le vois à la télé, si tu dis si c'est ça l'islam, effectivement, là, tu as envie de faire la guerre de religion. Mais quand tu t'approches du terrain, on te dit ce type-là est totalement carbonisé, il travaille pour les flics. Et la mairie socialiste le protège de A à Z. Et là, tu te dis, j'ai pas tout compris. Voilà. Je ne suis pas si sûr que ce soit aussi manichéiste que ça, parce que dans tout le discours que j'ai eu pendant tout le débat sur les minarets, je n'ai jamais attaqué les 5 piliers, jamais attaqué le côté sacral, jamais attaqué la personne de Mahomet. Ça ne m'intéresse pas. C'est leur logique, ils ont le droit de l'avoir. C'était la zone de clash où on s'aperçoit qu'il y a une cohabitation difficile, parce que dans certains domaines tout à fait précis, on peut vraiment j'en ai fait d'ailleurs le relevé, il y a une incompatibilité juridico-politique, en tout cas juridique. Et il faudra peut-être que l'islam fasse sa mue, c'est peut-être en train de commencer. Et alors, les deux systèmes pourront peut-être cohabiter à un certain moment. Mais là, on a quand même un décalage qui est important et que j'ai relevé. Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelle À l'ombre du minaret en flammes, où j'explique bien que de toute façon, si l'islam est une religion universelle, elle n'a pas à nous imposer une arabité en réalité. Et qu'en fait, on peut imaginer que si l'islam est une religion universelle, en France, les mosquées soient d'architecture française, puisqu'en fait, on ne voit pas pourquoi elles devraient être absolument maghrébines ou arabes, tu vois. Exactement comme le plus grand nombre de musulmans, c'est en Indonésie. Ce ne sont pas des arabes, et tu as des mosquées à pagode là-bas, tu sais, à toit pagode, tu vois. Et en fait, ce travail-là, il faut le faire. C'est-à-dire qu'en réalité, on confond souvent islam, qui est un système de valeurs et une religion, et donc universelle, avec finalement un contexte culturel qui est le contexte souvent du Maghreb, et finalement une idéologie patriarcale blédarde, tu vois ce que je veux dire. Et le sérieux, c'est de découpler quand même tout ça. Alors évidemment, la langue sacrée du Coran, c'est l'arabe littéraire classique. Les 3 quarts des musulmans... Les traductions du Coran ne sont pas acceptées. Donc non, mais les 3 quarts des musulmans excités qu'on a en France sont souvent des convertis récents qui ne sont incapables, qui ne peuvent pas lire l'arabe dans le texte, tu vois. Ça c'est vrai. C'est assez ridicule. Et moi, je fais ce travail, c'est-à-dire au lieu de faire un travail d'agressivité, je dis, si soit l'islam est une religion arabe, et à ce moment-là, elle n'est pas exportable, c'est une religion ethnique, soit c'est une religion universelle et elle est traductible, tu vois. Et donc, on ne voit pas pourquoi une mosquée en France aurait des portes, tu vois, en arc de cercle et une architecture, parce que là, c'est un combat culte. Ça veut dire en gros que c'est une invasion culturelle. Or, tu vois, à un moment donné, si tu es musulman, français musulman, tu peux imaginer un lieu de culte musulman, surtout que l'islam est très attaché à l'abstraction, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de visage, c'est beaucoup moins fétichiste et païen que la religion catholique. Ouais, mais c'est si tu me permets, c'est ce côté universaliste et conquérant qui a été voulu dès la fondation, puisqu'il fallait unifier quelque part sous un même chapeau différentes ethnies, cultures, etc. Parce que l'islam a connu une très forte expansion dès le VIe siècle. À ce moment-là, il a fallu ce dogme qui lui met tout ça sous un même chapeau. Bien sûr qu'il y a eu le schisme après, comme dans toutes les religions. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'esthétique musulmane, normalement, il n'y en a pas. D'accord. Non. C'est très abstrait, c'est très comme les mathématiques. Il y a même un refus de la danse, il y a un refus de... Et il y a un refus de la, comment dirais-je, de l'anthropomorphisme, etc. Donc, un musulman n'est pas nécessairement un arabe. Tu vois, il y a des musulmans blancs, des musulmans noirs, etc. Et une mosquée n'est pas forcément un monument arabisant
ou maghrébin. Non, Et ce qui gêne les Français souvent, c'est pas que ce soit un lieu de culte, c'est que ce soit un lieu de culte avec d'une architecture étrangère importée, tu vois ce que je veux dire, et qui en plus n'est pas européenne. Moi je dis que l'intelligence du musulman français, c'est de montrer qu'il est parfaitement musulman et français, en construisant un lieu de prière, mais qui respecte l'architecture même régionale. Et nous, c'est ça notre combat, c'est-à-dire une mosquée dans le Berry doit être un monument berrichon, tu vois. Et si on te dit c'est pas possible, je ne peux pas prier Allah dans un monument berrichon, on dit donc ton Dieu n'est pas universel, c'est un Dieu arabe. En réalité, la religion musulmane est une religion universelle dont les plus grands nombres de pratiquants sont en Indonésie. Et en Indonésie, les types ne sont pas des Arabes, et leurs monuments sacrés ne sont pas nécessairement une importation étrangère. Et moi, je l'ai vu quand je suis allé au Kosovo, c'est qu'aujourd'hui, tu as une révolte des musulmans kosovars qui pratiquent un islam turc, parce qu'aujourd'hui, le combat de réislamisation du Kosovo vient de l'extérieur par l'impérialisme américain et l'argent saoudien, et on leur impose des mosquées wahhabites blanches, et ils ne veulent pas aller dedans, parce qu'elles ne correspondent pas à leurs monuments traditionnels. Et c'est là que tu vois la complexité du problème, tu vois. Et voilà, et moi je mène ce genre de combat où j'essaye d'échapper à la guerre civile, et j'essaye aussi de m'imposer en tant que citoyen français qui dit voilà, ma main tendue aux musulmans est celle-là, mais c'est une main tendue ferme, tu vois ce que je veux dire, c'est pas de la dimitude, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et je pense que si tu dialogues avec des musulmans honnêtes suisses, tu arriveras au même genre de discussion. Sinon, effectivement, c'est que c'est de l'impérialisme, c'est de la violence, c'est du manque de respect. Aucune fatwa a été prononcée contre moi parce que jamais dans mon discours il y avait le moyen de le faire. C'est-à-dire que je me situe uniquement dans une zone où, n'étant pas musulman, j'ai quand même le droit, dans mon cercle d'influence, c'est la Suisse, bon, c'est ce pays-là, de dire attendez, ici, dans cette zone de clash, j'exige vraiment le respect de la loi civile au-dessus de n'importe quel dogme, respect dogmatique. Alors quand je fais un débat comme ce Blanchot et qu'il n'arrive pas à dire la phrase dans le débat qu'il condamne la lapidation des femmes, parce qu'il essaie de me prouver que pour lui la loi civile est au-dessus et je lui dis bon alors dites que vous condamnez la lapidation des femmes. Mais je crois 6-7 fois je l'ai repris jusqu'au moment où il dit mais c'est pas un problème juridique, c'est un problème de conviction religieuse. Devant les caméras. Alors là c'était fini, il était mort. Le problème, c'est que les 3/4 des gens qui prétendent défendre l'islam en France sont soit des gauchistes, qui le font pour de très mauvaises raisons, c'est-à-dire d'antiracisme ou d'anti-immigrationnisme, ce qui ne c'est pas dans les valeurs de l'islam. Hein. L'antiracisme, l'anti-immigrationnisme, c'est pas dans les valeurs de l'islam. Donc ils le font sur un logiciel laïcard d'extrême gauche. Ouais. Les types qui ont le plus défendu Ramadan au début en France, c'est l'extrême gauche, il ne faut pas oublier. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, ceux qui promeuvent cet islam radical sont souvent des salafistes, qui me sont d'ailleurs très hostiles. Ils sont venus m'agresser physiquement au théâtre de la Main d'Or. Mais je sais pas quoi, Sirat Aliza, ou je sais pas quoi, comment il s'appelle. Ah oui, je pense parce que voilà, en disant on t'emmerde, voilà, avec leur idée, ce drapeau demain flottera sur l'Élysée, c'est-à-dire qu'ils sont 30 et ils prétendent qu'ils vont imposer la charia en France. Eux, ce sont des débiles mentaux et des types manipulés de A à Z. Et c'est pour ça que le débat est très faussé. C'est-à-dire qu'entre le type d'extrême gauche qui défend le musulman dans de l'antiracisme alors que le musulman ne lui a rien demandé et que ça n'a rien à voir avec le logiciel musulman, alors que le musulman a beaucoup plus à voir avec un nationaliste français dans ses valeurs, tu vois ce que je veux dire, ou avec un cathotrade. Et de l'autre côté, le salafiste débile, qui souvent, il y a un type en ce moment qui s'appelle Cortex, il a été converti en prison. C'est un Français converti en prison. Tu vois, le n'importe quoi, tu vois, ça ressemble au film Un prophète, où tu vois à un moment donné que le trafic de drogue passe par les mosquées et que c'est ça fait s'extasier tout le cinéma français. Et le type qui a fait ça, c'est le fils d'Audiard, qui est d'ailleurs homosexuel. Et le scénariste, lui, c'est un Algérien qui était animateur il faisait de l'animateur commercial dans les supérettes, et tout son rêve, c'est Hollywood. Où est l'islam là-dedans? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'islam là-dedans. Il y a du gauchisme, du salafisme bricolé, tu vois ce que je veux dire? Et le musulman du quotidien, tu ne l'entends jamais, parce qu'en réalité, c'est un petit mec qui a été élevé d'ailleurs dans la peur et la soumission. Et moi, j'aimerais qu'on entende ce musulman pour te voir en fait que tout ce que tu lui dis, il est à peu près d'accord. Mais il ne faut quand même pas sous-estimer des minorités déterminées, disposant de moyens importants. Et dans l'histoire, on a vu ces gens-là prendre tout à coup une énorme envergure. Réglons le problème de l'immigration, déjà. Oui. Réinstaurons des élites légitimes et patriotes. Réapprenons l'amour de son pays par les nationaux qui y sont nés, y compris d'origine immigrée. Et tu verras que derrière, tous les problèmes, finalement, ce problème-là disparaît, tu vois ce que je veux dire? Et derrière, donc c'est quoi? Le mondialisme financier, les élites trotskistes qui contrôlent l'éducation nationale, l'antiracisme débile, l'immigrationnisme forcé et l'antifascisme sans fasciste. Si t'enlèves tous ces problèmes-là, je te garantis que le problème musulman peut se régler aussi facilement que le problème du bouddhisme en France. Je veux dire qui ne pose aucun problème. Ah non, mais alors là, bon, on va pas commencer à parler du bouddhisme, mais c'est pas quand même tout à fait la même doctrine. Parce qu'il n'y a aucune composante politique dans la. Alors je connais pas. Non, mais je ne veux pas parler de ça, mais je veux dire, voilà, du temps où l'islam était quantitativement très faible en France,
Il y avait la mosquée de Paris, on y allait boire des thés à la menthe et on trouvait tout le 19e siècle, la droite nationale du 19e siècle français avait les yeux de l'amour pour l'islam, parce que c'était une religion virile, exotique, et qui ne posait pas de problème quantitatif. Tu vois ce que je veux dire? En réalité, chercher le problème à l'intérieur des valeurs de l'islam, alors que c'est un problème d'immigration et un problème quantitatif, est le vrai problème. En réalité, si on réglait le problème de l'immigration, et si on réglait le problème de l'idéologie mondialiste, finalement, le problème de l'islam se réduirait à ce qu'il est réellement. Voilà, c'est un ajustement, etc. Aujourd'hui, on a un problème quantitatif. Ça, on l'a. Voilà, une immigration incontrôlée. Et pourquoi est-elle incontrôlée? Pour la raison du mondialisme financier. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de poser le problème. Voilà. Et je te dis, demain, si on a des millions de Chinois en France bouddhistes, avec un impérialisme chinois qui domine la France, il y aura des extrémistes toujours pour aller chercher le problème à l'intérieur des valeurs du bouddhisme. Alors qu'en réalité, ça sera un impérialisme économique et quantitatif. Voilà, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, effectivement, il y a une immigration incontrôlée de gens qui sont musulmans parce qu'ils viennent du Sud, et effectivement avec une idéologie mondialiste pilotée qui, effectivement, jette de l'huile sur le feu par tous les moyens. Voilà. Et c'est ça mon propos. Voilà. C'est aussi une doctrine mondialiste. Donc elle fonctionne, si tu veux, comme je l'avais dit au début du débat, elle fonctionne quand même sur des schémas identiques. Donc c'est une concurrence entre deux systèmes. Et là, comme tu disais, le catholicisme, une certaine spiritualité intériorisée, elle est prise en sandwich. Parce que tu peux remarquer que on n'est plus avec ça. Ton impérialisme musulman, les musulmans en tant qu'empire dominateur, non seulement ont été vaincus par les Occidentaux systématiquement depuis des siècles, mais aujourd'hui c'est eux qui subissent notre violence. C'est nous qui attaquons l'Irak, c'est nous qui attaquons l'Afghanistan, c'est nous qui bombardons la Libye, c'est nous qui sommons ces gens-là de se soumettre à la démocratie, à cette mascarade de la démocratie. En réalité, si tu regardes le monde, nous avons des Occidentaux, sur des valeurs d'ailleurs essentiellement protestantes et judéo-protestantes, qui soumettons par la violence des musulmans, pas l'inverse. C'est pour ça que le musulman a un sentiment d'injustice terrible, c'est qu'on prétend que ces gens-là nous agressent, alors qu'en réalité, si on regarde la géopolitique mondiale, c'est nous qui leur bottons le cul partout. Et puis chaque fois qu'on bombarde la balle, on les mêmes qui les bombardent la main, ils favorisent en fait cette immigration de masse. Et puis alors là, le même musulman qui est méchant de l'autre côté de la gouille, ici il devient gentil. Et puis il faut surtout pousser ça, et surtout permettre de financer par l'Arabie Saoudite les plus extrémistes. Hein, parce que je peux te dire, les modérés, eux, ils ne disposent d'aucun moyen financier, parce que les autres sont financés à haute dose. Donc là, c'est clair que c'est après normal que ces populations-là, voyant qu'ils se font bombarder dans leur pays d'origine, développent une sorte d'idée revancharde qui est distillée. Tout est fait pour que ça se passe mal aujourd'hui. Là, on est en train de bombarder la Libye en ce moment. Je suis pas sûr que ça va être très bon pour l'image de la France sur l'Allemagne et dans le monde africain. Puis ils ont peut-être faire un malin qui leur donnera du fil à retordre. Bon. Voilà, bon bah. Je crois parce que là, on a un peu tout dit là. Messieurs, merci.